pas très nombreux, mais de toute façon, vous attendiez ce grand moment. On accueille Nicolas, Vitality, bien sûr. On est content d'abord, merci, c'est un grand honneur pour nous, un grand plaisir, un grand moment. N'exagérons rien, mais merci. Un peu perturbé, donc on est très contents. Ça fait déjà au moins 2 ans qu'on travaille ensemble. Et tu renouvelles ta confiance pour le Gaming Campus, on en est très heureux. Nous tous, les 3 cofondateurs, et puis nos étudiants et toute l'équipe. Donc merci encore d'être là ce matin. Je vais te laisser la parole tout de suite, et puis après il y aura tout un temps de questions-réponses. Profitez bien de ce moment. Merci beaucoup pour ton introduction, et bonjour à tous. Voilà, comme on se le disait avant de rentrer, là, le timing est pas mal parce que peut-être qu'à partir de demain, on ne pourra plus trop se déplacer. On va voir tout ce qui se passe, mais donc voilà. Je repars tout à l'heure à Paris, peut-être avant de m'enfermer, donc c'est la dernière minute. Donc bienvenue, je suis très content d'être là et je rebondis sur ce que tu dis. En effet, c'est un plaisir de travailler ensemble, ça fait un moment. Donc c'est un exercice masterclass un peu particulier parce qu'il faut parler de moi pendant 1 heure. C'est pas ma spécialité, je sais pas, c'est pas ce que j'adore le plus faire, mais je suis quand même très content d'utiliser ce moment pour raconter l'histoire de Vitality et connecter ça à mon histoire entrepreneuriale. Je pense qu'il y a pas mal d'anecdotes et de choses intéressantes pour comprendre voilà, qu'est-ce qui se passe quand on monte une boîte, même si chaque boîte est différente, chaque histoire, chaque trajectoire est différente. Je pense qu'il y a pas mal de choses à en retirer. Donc je vais repartir de la chronologie du début de Vitality pour vous raconter comment ça s'est passé. Je pense qu'il y en a certains qui doivent être assez familiers ou non, connaître déjà pas mal l'historique. Pour d'autres, ça sera un peu plus nouveau. Mais dans tous les cas, l'idée, c'est d'aller au-delà des faits, de ce qui s'est passé, ce qu'on pouvait voir de l'extérieur, mais plutôt de vous raconter ça de l'intérieur. Cette aventure assez incroyable parce que j'en parlerai un peu à la fin, mais Vitality aujourd'hui, ça commence à avoir une certaine taille, une certaine place. Moi, je me le dis tous les jours quand j'arrive au bureau et qu'il y a 45 personnes dans l'open space, alors qu'on a commencé avec 3 bouts de ficelle, entre guillemets, dans notre garage. Évidemment, plutôt, comme je vais vous le raconter, dans notre salle de montage avec Néo. Donc, voilà, je vais reprendre l'historique. J'ai fait faire plutôt, ça c'est aussi l'avantage maintenant d'avoir une plus grosse boîte, c'est quelqu'un d'autre qui fait les slides. Donc on va préparer ces super slides où l'idée, alors c'est en anglais comme ça vous fait bosser un peu, l'idée c'est de reprendre l'historique et de s'arrêter sur pas mal de points d'étape qui sont des étapes hyper importantes qui ont changé beaucoup les choses à chaque fois. Par exemple en 2015 quand Gotaga part de Vitality pour finalement revenir, ça a été un moment très important. En 2016, quand on va sur League of Legends, ça a été un moment très très important et clé pour Vitality. 2017, notre levée de fonds, voilà, il y a beaucoup de jalons qui ont marqué le développement de la société et qui sont hyper, à mon avis, hyper intéressants parce que ça parle aussi de l'histoire de l'e-sport en France et de comment ça s'est développé. Ils m'ont mis une super photo, voilà, très sérieuse. Je vais rapidement sur la vie pré-Vitality. Alors, pour dire des choses peut-être qu'il ne faut pas dire, moi, j'étais pas passionné par l'école, voilà. J'ai jamais beaucoup travaillé et assez ironiquement parce que pour arriver là où on en est aujourd'hui avec Vitality, par contre, je peux vous dire qu'on a beaucoup bossé. Mais avant de lancer la boîte, voilà, moi, j'avais pas une vraie passion de travail, de bosser 10 heures par jour. C'était pas mon but dans la vie. Donc, c'est assez, après coup, assez marrant puisque finalement, on peut le dire qu'on a vraiment bossé comme des chiens. Mais au départ, voilà, à l'école, bon, ça se passait plutôt tranquillement pour moi. J'avais pas spécialement d'idée de ce que je voulais faire. Je laissais un peu la vie suivre son cours. Il y a un truc qui était assez intéressant, c'est quand même, mes parents me l'ont rappelé récemment, je leur avais déjà dit apparemment que moi je voulais potentiellement m'arrêter de bosser avant 40 ans. Donc c'est peut-être une drôle d'idée quand on a 16 ans, mais j'avais déjà ça en tête de me dire peut-être que si je trouve le bon moyen de faire quelque chose qui marche vraiment bien, et je peux, en fait, ce que ça dit surtout, c'est que je voulais me laisser tous les choix possibles dans la vie. Et c'est encore quelque chose que j'ai en tête. C'est finalement arrêter de bosser ou faire 12 boîtes ou faire quelque chose. Moi, je voulais et je veux encore en arriver personnellement à une étape où je peux me dire, ça y est, maintenant, je fais tous les choix que je veux. Et ça veut dire avoir une liberté complète. Et ça va être, on parlera de l'après-Vitality qui est encore dans longtemps. Mais voilà, j'avais déjà cette idée-là derrière la tête, mais ça ne s'est pas forcément au début. Voilà, je ne savais pas trop par où passer, tout simplement. Donc j'ai fait, je fais une terminale S en faisant le strict minimum.
Et après, je me suis orienté vers une école de cinéma. Donc c'est encore, je pense, j'ai un parcours assez atypique parce que bon, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des parcours très différents, mais il y en a aussi beaucoup qui vont faire des cursus plus classiques d'école de commerce. Je pense que de toute façon, il n'y a aucune vérité ou aucune règle. L'important, c'est de trouver sa propre route. Mais voilà, moi, je suis venu, on va dire, d'un univers un peu particulier, tout comme Néo, mon associé. Donc j'ai fait une école de ciné, mais sans avoir, comme c'est à la différence de vous, je pense, vous avez déjà un choix clair ou au moins une passion, vous savez exactement où vous voulez aller, ou encore vous savez dans quel secteur vous voulez aller. Après, vous allez peut-être trouver un plan de carrière différent de celui initial, mais voilà, c'est le jeu vidéo. Moi, à cette époque, le jeu vidéo, j'ai jamais du tout imaginé en faire un métier. D'abord parce que c'était aussi beaucoup moins développé, l'e-sport, n'en parlons même pas. Mais voilà, moi, le jeu vidéo, c'était juste une passion personnelle. Joueur de Counter-Strike très médiocre, ça me faisait marrer, je jouais avec mes potes. Mais d'abord, je n'étais pas très fort, ça n'a pas changé. En vieillissant, on s'améliore rarement sur ce type de jeu. Et voilà, donc je le gardais sur un côté perso, je n'avais pas du tout envisagé de le faire pour le boulot. Donc voilà, je fais une école de ciné, je finis monteur vidéo. Donc certains d'entre vous, je pense, suivent ce type de formation. Et je me suis retrouvé à bosser à la télé un peu bon an, mal an, sans vraiment savoir où ça allait me mener. Donc ça, c'était... Moi, je suis sorti de l'école, je pense, vers 2007, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je fais une carrière de monteur vidéo jusqu'en 2013 qui dure 6 ans, où je vais bosser pour plein de séries télé, plein de shows télé, plein de talk-shows, etc., en intermittent du spectacle, qui est de moins en moins, mais à l'époque, c'était quelque chose... un statut assez confortable, c'est-à-dire que quand tu cumulais tes journées de boulot, quand tu ne bossais plus ensuite, parce que c'était des missions, tu pouvais être payé pendant 6 mois dans l'année sans travailler. Alors ça peut faire sourire, et c'est logique parce que c'est adapté à l'industrie télé et ciné. Donc moi, j'étais monteur vidéo, j'allais de mission en mission. Et à partir de 2011, je me suis retrouvé à bosser dans une boîte qui s'appelle Cabot Productions, qui fait encore Scène de ménage. Voilà, une série que personnellement, j'adore pas, mais je me retrouve à bosser là-dessus. Ça se passe bien et finalement, je deviens un peu ce qu'on appelle dans le milieu télé un permittent. C'est-à-dire que je suis toujours techniquement un intermittent, j'ai mes contrats à la semaine, etc. Mais en réalité, je bosse que sur un seul projet. Donc, je bossais là-dessus et en 2013, on me donne ce jeune homme qui, à l'époque, avait, si je ne dis pas de bêtises, il devait avoir, si je calcule bien, la vingtaine ou 21. Et on me dit, c'est ton nouvel assistant monteur, voilà. Donc assistant monteur, c'est un boulot un peu moins artistique que le monteur. Il va préparer les rushs, les nommer pour le monteur. Il va préparer l'arborescence, préparer les sons, de telle sorte que quand le monteur arrive au boulot, tout est prêt et il a qu'à dérouler. C'est la porte d'entrée dans ce métier-là, et c'est ce que tout le monde fait, ce que moi j'avais fait avant, etc. Et bon, l'anecdote, il y a peut-être certains ou l'histoire qui la connaissent. Ce qui se passe, c'est que je vois que tous les lundis, il arrive au boulot complètement crevé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais de tes week-ends ? Je commençais à me demander. Et en fait, il me dit, je fais de l'e-sport. Et moi, il faut savoir qu'en 2013, je ne connaissais pas l'e-sport. Je connaissais juste l'histoire d'Elki. Je pense qu'il y en a pas mal qui le connaissent. Elki, c'est le premier Français vraiment qui est devenu pro d'e-sport, qui est parti jouer sur StarCraft en Corée. Parce que déjà en Corée, à l'époque, l'e-sport, c'était mainstream et ça l'est encore plus aujourd'hui. Ça passe à la télé, c'est des compétitions tout le temps organisées, les mecs sont des stars, etc. Donc, ils avaient 15 ans d'avance. Donc, je connaissais l'histoire d'Elki, mais c'est tout. Je ne connaissais pas tellement l'e-sport et encore moins en France. Moi, en plus, j'étais un peu plus joueur PC, donc je ne savais pas ce qui se passait sur console. Et donc, Fabien me dit, voilà, moi, je manage des joueurs Call of Duty, Black Ops 2, Gotaga, Broken, donc ils sont encore bien connus. Il me raconte tout ça, il me fait venir à des compétitions et j'ai tout de suite accroché. J'aime le jeu vidéo, j'aime le sport, j'aime la compétition. Je pouvais que aimer tout de suite. Et l'anecdote assez connue, je pense, qui s'est passée, c'est que vraiment, Néo, dans la boîte où on bossait, c'était le petit jeune et personne ne le calculait, quoi, pour le dire simplement. Tout le monde s'en foutait, c'est stagiaire, assistant, voilà, le mec un peu inconnu au bataillon. Par contre, quand je vais en LAN avec lui, c'était à Paris, je me souviens, une LAN où il y avait Gotha. Et là, tout le monde saute sur Fabien en disant « Néo, on peut prendre une photo ?» Donc moi, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Il y a un truc que je ne comprends pas du tout. Et en fait, j'ai découvert, et ça c'est assez intéressant quand on parle de l'e-sport, que l'e-sport, c'était et c'est encore en partie une niche. Ça veut dire quand on est dedans, c'est quelque chose d'assez énorme, mais finalement, les gens qui sont dehors, ils ne connaissent souvent pas. Alors là, en 2020, c'est un peu moins vrai. Parce qu'il y a eu beaucoup, il y a Bein Sport, on a fait l'équipe magazine, tout ce qu'on veut. Donc même nos parents, cousins, tout ce qu'on veut, on en a entendu parler.
En 2013, c'était vraiment pas du tout le cas. Donc voilà, je découvre cette niche et j'adore tout de suite. Et ce qui se passe, c'est que moi, comme je vous l'avais dit, bon, ce boulot, j'aimais bien, mais c'était pas non plus ma passion première. En plus, je bossais sur des émissions qui me passionnaient pas. Donc voilà, j'allais au boulot sans passion, tout simplement. Mais je faisais ça bien, je gagnais bien ma vie, tout allait bien. Mais voilà, il manquait un truc. Et j'avais vraiment aussi, depuis un moment, l'envie de monter ma boîte. Parce que, et ça peut paraître un petit peu arrogant ou je ne sais pas, mais bosser pour des gens que je trouve nuls, bah, c'est pas très agréable. Et quand vous bosserez, j'espère que vous aurez des gens au-dessus de vous que vous estimez et qui vont vous apprendre plein de choses. Parce que si votre patron, c'est quelqu'un que vous pensez que c'est plutôt vous qui avez quelque chose à lui apprendre, il y a un problème. Moi, c'était un peu mon cas. Et je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je fous là, d'une certaine manière, à bosser pour cette personne et ces personnes, alors que je peux faire mieux. Sauf que dire dans mon coin, dans ma chambre, je peux faire mieux, ça vaut rien, quoi. À un moment, il faut s'y frotter. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Néo, il était vraiment sur le côté passion. Il gagnait rien du tout. C'est même plutôt lui qui mettait de sa poche. Il avait fait une association à l'époque. Donc, c'était plutôt, il perdait de l'argent, mais pour vivre sa passion. Et moi, bah, j'avais donc cette idée de me dire, bah, quand c'est que je monte ma boîte, quoi. Là, il faut y aller. Et en fait, c'est juste arrivé, c'est la rencontre qui arrive au moment où tout se colle. J'adore, ce qui me monte, j'adore. Je me dis, il y a un truc de fou à faire. J'en ai marre de mon taf, en quelque sorte, let's go. Donc, ce qu'on fait à l'époque, on était avec un troisième associé, j'en reparlerai un petit peu après, et on se dit tous les trois, montons cette boîte. Gotaga trouve le nom Vitality. Fabien va convaincre les joueurs sur l'idée, bah, regardez, toutes les équipes où on passe, elles sont nulles, parce que la vérité, c'est qu'en 2013, toutes les autres équipes, bah, c'était géré avec les pieds. C'est pas forcément de leur faute, c'est qu'il n'y avait pas d'argent. Tout le monde était amateur, les mecs, la moitié n'étaient pas très bons, les managers, personne n'était très très bon dans ce qu'ils faisaient. Donc Fabien et les joueurs étaient passés par AAA, Millennium, etc. Et à chaque fois, ils trouvaient ça vraiment naze. Donc Fabien allait dire aux joueurs, bah, les gars, en fait, vous me faites confiance. Et les joueurs lui faisaient totalement confiance. Bah, les gars, suivez-moi, on fait notre propre équipe en indépendant. Et de là, Vitality. Donc on se lance en 2013. Alors voilà, once in a lifetime opportunity. Après coup, évidemment, cette rencontre, c'est un truc décisif et incroyable. Sur le moment, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais ça dit juste une chose qui est une banalité totale, mais je vous le dis quand même. Les rencontres, la chance, le hasard, ça joue un rôle énorme. Après, tout votre boulot, c'est d'aller créer tout ce hasard et ces rencontres. Et ça marche en se bougeant. Mais c'est vrai qu'il y a une part qu'on ne contrôle pas du tout. Et je ne serais pas là à vous parler sans cette rencontre-là. Il faut être aussi conscient de ça. Et je pense aussi quand on est un entrepreneur qui a réussi, entre guillemets, hein, il faut garder vraiment une humilité parce qu'il y a une énorme part qu'on ne contrôle pas du tout. Donc oui, on peut dire on a fait des trucs de fou, on est géniaux. Bah, c'est pas si simple. Oui, on a bien bossé, mais il y a eu tout qui s'est aligné au bon moment. L'e-sport qui explose, les audiences qui explosent, tout ça. Donc, tout ça, c'est plein de facteurs ensemble. Mais voilà, il y avait vraiment l'idée de se dire, OK, allons-y, lançons Vitality. On se lance en 2013, en août. Je me souviens encore, on fait un live stream pour annoncer Vitality. On avait mon vieux PC tout dégueu dans ma chambre que j'avais mis sur la table avec un ventilo qui soufflait dessus pour pas que le premier stream plante. Donc c'était vraiment fait en mode à l'arrache. Et ça fait 20 000 viewers comme ça sur Dailymotion. C'est un énorme score parce qu'évidemment, on doit beaucoup, enfin pas se le cacher, à Gotaga. Lui a annoncé sur ses réseaux, bah les gars, moi je change d'équipe, annonce à telle heure. Donc là, tout le monde était comme un fou. Parce que aussi, il faut bien se rappeler à cette époque, je ne sais pas si vous l'avez connu à quel degré, mais en 2013, en fait, il s'est passé un peu ce qui s'est passé avec Fortnite l'année dernière. Call of Duty Black Ops 2, ça a explosé. Et c'était pas seulement explosé le jeu en termes de vente, ce qui a explosé, c'est le côté compétitif et en même temps YouTube. C'est-à-dire que c'était vraiment le moment où il y avait à la fois la compétition et les streamers. C'était aussi pas que le stream, parce que Twitch à l'époque était moins développé. C'était aussi beaucoup de VOD, donc beaucoup de YouTube. Et Gotaga, à ce moment-là, il cochait toutes les cases et il a explosé. Dans sa carrière, Gotaga, il y a eu deux moments incroyables, c'est Black Ops 2 et c'est Fortnite. Et c'est un peu la même chose, donc Black Ops 2, c'est le phénomène Fortnite, évidemment en plus petit. Et donc à ce moment-là, il y a un intérêt de fou pour l'e-sport en France et l'e-sport console avec Call of Duty. Donc on lance et on a vraiment surfer sur cette vague-là. Black Ops 2, Call of Duty, Neo et son image, parce qu'il avait déjà une vraie super image dans la communauté. Le côté, bah, nous on fait une équipe pour les joueurs, parce qu'en fait, si vous voulez, que ce soit la réalité ou non, la perception des fans, c'était vraiment, bah, les équipes en fait, elles prennent les joueurs pour leur intérêt, mais elles s'en foutent des joueurs. Là, il y avait vraiment cette connexion entre Neo et les joueurs, et c'était vraiment hyper sincère de vouloir faire quelque chose de bien pour tout le monde. Donc ça, les fans l'ont ressenti. Et il y a tout de suite eu un énorme intérêt de la communauté, et tout de suite un gros Twitter, enfin à l'époque déjà, je sais pas moi,
Très très vite, on a eu 20, 30, 40 000 sur Twitter à une époque où plein de structures décollaient pas du tout. Donc en fait, on a tout de suite hyper accéléré. Mais on était, donc il faut bien se le dire, on était 3 cofondateurs et je vais revenir sur le 3e après parce que quasiment lui, au bout d'un mois, il a disparu de la circulation. Donc on se retrouvait à 2 à bosser, ce qui n'était pas hyper agréable. Mais donc en fait, on était 2 à tenir un truc qui commençait à grandir et à clairement aller hyper vite. Donc heureusement, et c'est une communauté de passionnés, il y a plein de gens qui nous ont aidés, qui sont venus chez Vitality, qui ont aidé sur les designs, les social media, etc. Et à l'époque, il faut aussi remercier ça parce qu'on n'avait pas un radis. Hein. On a commencé la boîte avec 10 000 €. D'ailleurs, Fabien n'avait pas d'argent, donc moi, je lui ai prêté sa part de la boîte pour qu'on ait tous le même nombre de parts. Mais on a commencé avec 3 francs. Et honnêtement, ça, c'est une question qui revient souvent quand on fait des conférences, etc. C'est comment je commence mon équipe e-sport. En 2020, c'est plus possible de le faire avec 10 000 €. Quoi. Enfin, sauf on peut faire des choses de niche ou des choses spécifiques, mais malheureusement, si on a une grande ambition de faire une grosse équipe, le paysage a complètement changé et c'est plus du tout la même chose. Donc il y a aussi cette chance-là d'être à une époque où on pouvait le faire avec, encore une fois, 3 bouts de ficelle. Donc on lance 2013, voilà, ça marche bien. On a un modèle économique qui est un peu, on ne le connaît pas vraiment. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand tu parles de ta boîte, après coup, tu peux raconter ce que tu veux, que tu avais une vision de fou, que tu savais où tu allais aller, que tu te voyais où tu étais dans 5 ans, mais la réalité, c'est pas du tout. En 2013, on ne sait rien du tout. On fait et on voit tous les jours ce qui se passe. Et on fait des budgets, mais alors moi déjà, d'abord, Néo, lui, il ne va jamais s'intéresser à un chiffre de sa vie, il s'en fout complètement. Et moi, j'aime pas ça, mais il fallait bien que je le fasse. Donc je me colle à faire du Excel, alors que franchement, je déteste faire Excel. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis très content parce qu'il y a plein de gens dans la boîte qui sont très forts là-dessus et moi, je touche jamais une feuille Excel. Je suis très heureux. Mais voilà, on se démerde, on fait des budgets complètement à l'arrache. On va voir Dailymotion qui, à l'époque, en fait, était vraiment le financeur de l'e-sport français, le financier de l'e-sport français, parce qu'à l'époque, Twitch en France, ils n'ont pas de régie pub. Donc en fait, les streamers gagnent que dalle en streamant sur Twitch en 2013. Le produit Twitch, le chat, c'était mieux que Dailymotion, mais ils ne gagnaient pas d'argent, les streamers, ou peu. Donc en fait, Dailymotion, eux, ils ont réussi à attirer les streamers, comme Gotha ou d'autres, en disant si vous venez streamer sur Dailymotion, on vous donne un minimum garanti. Et nous, c'est comme ça qu'on a commencé Vitality, en allant voir Dailymotion en disant les gars, on a Gotaga, qu'est-ce que vous nous donnez, pour faire simple. Et d'ailleurs, c'était les premiers apprentissages de négociation. On rentrait dans un bureau chez Dailymotion, à l'époque, c'était un grand succès de l'industrie, des startups françaises. Et on rentre dans des bureaux, on joue les durs à négocier alors qu'on n'y connaît rien du tout. Quoi. Et on dit hyper sérieux, il nous faut tant d'argent, etc. Et puis ça marche. Quoi. Ça marche, en tout cas, on signe un contrat de quelques dizaines de milliers d'euros où on sait qu'au moins pour quelques mois, on peut monter un site web, on peut gérer plein de choses. Donc on a quand même un peu d'argent. Donc ça, c'est les débuts en 2013. Alors 2014, pour faire simple, à l'époque, on est très très loin de l'idée de lever de l'argent. Ça, on ne sait pas ce que c'est. D'ailleurs, personne n'y pense dans l'e-sport. Donc en fait, on ne peut pas dépenser 1 € de plus que ce qu'on gagne. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc il faut bricoler. Donc déjà, évidemment, il n'y a pas l'idée d'embaucher qui que ce soit. Ça non plus, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Et il faut bien se dire qu'à cette époque, on continue à bosser en montage. Parce que Vitality, il n'y a pas d'argent ou il y a peu d'argent. Donc on ne se paye pas. Et si on ne se paye pas, il faut quand même bouffer. Donc il faut continuer à bosser. Donc en fait, on bosse la journée en montage et le soir sur Vitality. C'est pas une période qui me manque. Quoi. C'était intéressant en termes de passion, mais faire 2 boulots, c'est vraiment pas fou. Mais on était un peu obligé de le faire. Et d'ailleurs, rétrospectivement, pas un regret, mais un apprentissage, je pense, de Vitality, et des erreurs qu'on a faites, parce que des erreurs, on en a fait 50 000, c'est qu'on aurait dû plutôt arrêter notre boulot et se payer et se mettre à fond sur Vitality, on aurait été encore plus vite. Au final, ça va, on s'en est bien sorti, mais ça, je pense que c'est une erreur. On n'a pas, finalement, on parle toujours d'entrepreneurs qui prennent tous les risques, etc. On a mis un peu de temps avant de se lancer et de dire, allez, all-in, on se barre du boulot et on met tout sur Vitality. Parce que aussi en 2014, à Vitality, ça a beau bien marcher, ça ramène quand même pas trop d'argent. Et puis c'est un business, personne ne sait vraiment ce que c'est que ce business d'équipe e-sport. Donc on ne sait pas du tout où ça nous mène. On croit juste et on voit juste que ça marche bien. Donc voilà, on a Dailymotion, on rentre quelques sponsors. À l'époque, c'était vraiment le talent de Néo parce qu'il parle très bien, il va bien raconter l'histoire. Et voilà, il y a quelques personnes qui se disent « Ok, allez, misons sur ces petits jeunes-là, on y croit. » Ils voyaient quand même les chiffres de réseau, etc. Mais voilà, on a du Cdiscount ou d'autres sponsors comme ça qui nous font bien rire aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on dit toujours qu'on veut des sponsors hyper premium. Donc si jamais Cdiscount nous parlait, on s'enfuirait en courant. Mais ça, c'est facile à dire maintenant. À l'époque, on est très content de signer ce contrat-là et on leur doit ça. Donc il ne faut absolument pas l'enlever. Donc pour être clair, à l'époque, on prend ce qu'on trouve.
S'il y a un mec qui veut nous donner 10 000 €, bah, on va mettre son logo, quoi. Il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, on a un peu plus un choix de riche et on peut choisir les marques avec qui on bosse. Mais voilà, à l'époque, tout ce qu'on peut gratter, on le fait. Donc voilà, on se débrouille. On a ce moment où on a notre troisième cofondateur qui ne bosse pas. Donc à un moment, on lui dit, bon, il faut qu'on se parle, quoi. On va faire un dîner tous les trois. On lui dit, écoute, nous, on se crève le cul toute la journée, toi, tu fous rien, et on fait grandir la boîte. Il y a un truc qui ne marche pas. Sauf que voilà, il a des parts de la boîte et on ne peut pas l'en virer. Mais à un moment, on lui dit, bon, mon gars, quand même, il faut qu'on trouve une solution parce que c'est complètement malsain. Et puis le worst case scénario, au pire, on dit, OK, on refonde une nouvelle boîte, sans toi, et on transfère toutes les propriétés de Vitality dedans. Alors, tu ne peux pas vraiment faire ça, et ce n'est pas forcément une vraie menace, mais en tout cas, on lui a bien fait comprendre, il faut qu'on trouve une solution. Donc, comme quand même, on s'est quand même entendu, il a dit, OK, les gars, je vous revends mes parts, mais il a gardé quelques pourcents de Vitality. Et aujourd'hui, il est très heureux d'avoir gardé ça. Et lui, c'est le plus grand chanceux de l'histoire parce qu'il n'a vraiment rien foutu. Voilà, ça, c'est la vie. On aura appris et ça dira juste, associez-vous aux bonnes personnes. Sauf qu'on ne sait jamais d'abord. Et d'ailleurs, c'est pareil, on peut toujours raconter les histoires après. Ah, j'ai senti que cette personne, j'allais bien bosser avec, etc. Tout ça, c'est très, très dur à déterminer. Moi, il y a une chose une des raisons du succès de Vitality, c'est vraiment qu'avec Néo, on bosse très bien ensemble en fait. C'est-à-dire qu'on s'engueule tout le temps, mais en fait, on sait s'écouter, on sait écouter l'autre et on sait dire à l'autre qu'il a raison. Et on sait aussi se critiquer. C'est-à-dire que si Néo fait une interview et qu'il est nul, je veux dire t'es nul. Il ne va pas se vexer. Si, il va se vexer 5 minutes. Et après, il va dire OK. Et à l'inverse, moi je fais une interview, je suis mauvais, il va me dire non, mais ça marche pas, t'es mauvais. Et en fait, ce truc-là où tous les deux, on n'a pas vraiment d'ego, pas d'ego mal placé, ça nous a beaucoup aidé parce qu'on a toujours su se pousser pour se faire évoluer. Et ça, c'est une des raisons du succès. L'une des autres raisons, c'est qu'on n'aime pas du tout les mêmes choses. C'est-à-dire que signer un contrat, Néo, il s'en fout. Enfin, ça ne l'intéresse pas de négocier. Moi, j'adore me dire comment je vais faire la meilleure négo possible, réfléchir, jouer une posture de négociation, tout ce qu'on veut. Toute cette étape-là, c'est quelque chose que j'adore, tout simplement. Lui, il n'aime pas ça du tout. On n'aime pas du tout les mêmes choses. Lui, il aime faire du social media, du marketing. Moi, je suis nul. C'est-à-dire que tu me mets un community manager, je pense que Vitality, ça va vite couler parce que juste, je ne suis pas créa. Voilà. Néo, tu le mets dans une pièce, il a 5000 idées. Moi, j'ai 2 idées. Oh, des fois, il y en a des biens, mais voilà, ça va tout doucement. Par contre, moi, je sais mener un business, je sais faire plein d'autres choses. Et la complémentarité, ça a vraiment très bien marché. Donc, bon, on met notre… D'ailleurs, je suis un peu devant les slides, je suis désolé, je vais faire autrement. On met notre troisième cofondateur dehors et puis on continue à pas dépenser. Donc, à pas se payer. Encore une fois, c'était pas top. Et à dépenser le moins possible. Ça veut dire que même si on veut des nouveaux joueurs, à chaque fois, on essaye vraiment… de faire au minimum, d'avoir des budgets serrés. Si on va en LAN, c'est vraiment les hôtels, ils sont pas terribles, donc des fois les joueurs ils râlent. Les gars, on n'a pas de thunes, on fait ce qu'on peut. Mais toute cette première partie de Vitality, ça doit beaucoup à Néo parce que c'est lui qui a tenu les joueurs. Sans lui et sa relation personnelle aux joueurs, ça n'aurait pas marché. Parce que moi, les joueurs à cette époque-là, ils s'en foutent de moi, entre guillemets. Et ça ne me pose pas du tout de problème. Moi, je n'ai pas spécialement envie d'être leur ami. J'ai évidemment envie qu'on s'entende bien. Mais la relation personnelle, c'est lui qui l'a. Et moi, je suis en arrière-plan à faire le boulot. Parfois le boulot intéressant, parfois le sale boulot. Parce que aussi au début, il faut que tu gères un peu toi-même tout ce qui est compta et tous ces trucs-là qui, encore une fois, ne sont pas pour moi les plus passionnants. Après, il y a des gens que ça intéresse beaucoup et il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, Néo, il ne le fait pas, moi je le fais et je fais tout le boulot nécessaire en arrière-plan pour que ça tourne. On va trouver des avocats, on va se débrouiller, on va inventer plein de choses. Voilà, tout ça, c'est de l'apprentissage. D'ailleurs, quand tu es entrepreneur, et je pense que c'est un des choses les plus intéressantes, c'est que tu vas être confronté à 10 millions de problématiques différentes. Un jour, il faut régler un problème juridique. Je ne connais rien au juridique. Qu'est-ce que je fais? J'apprends, je parle à des gens. Présente-moi machin, explique-moi. Après, il faut embaucher un comptable qui t'explique qu'il y a des problèmes de TVA. Tu ne sais pas ce que c'est la TVA. Bon, il faut te débrouiller, il faut apprendre. Si tu te lances comme entrepreneur sans avoir envie d'apprendre et d'être confronté à une tonne de sujets et de problèmes tous les jours, ce n'est pas la bonne voie. Entrepreneur, il y a une merde qui t'arrive tous les jours et il faut la régler. Moi, j'aime bien, hein, mais franchement, parfois, c'est stressant. Un autre avantage qu'on a, et là aussi, c'est pareil avec Néo, on marche bien ensemble, c'est qu'on n'est jamais très stressé. C'est-à-dire que quand tu fais du business, ça, je pense que tous les entrepreneurs peuvent partager ça, et ça, c'est encore plus vrai quand on fait une levée de fonds. Et un jour, tu crois que tu es le roi du monde,
Vraiment, tu as gagné un tournoi, tu as un nouveau sponsor, les fans sont contents, donc vraiment, tu es le roi, quoi. Putain, tu te dis ce que je fais, c'est vraiment incroyable. Là, ça y est, on a trouvé un bon truc. Puis 2 semaines après, ça y est, tu te mets à tout perdre, un sponsor se barre, tu te fais insulter sur les réseaux. En fait, émotionnellement, monter une boîte, c'est vraiment les montagnes russes. C'est ultra difficile, donc c'est là qu'il faut mieux être bien préparé mentalement parce que tu peux facilement lâcher, quoi. Et ça, c'est à mon avis une des qualités de plein d'entrepreneurs qui ont réussi. C'est peut-être pas les meilleurs ou les plus intelligents ou ce que tu veux, mais c'est les plus tenaces, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment rien lâcher parce que tout le temps, tu as des difficultés, des complexités. Voilà. Et ça, être fort émotionnellement, être pas stressé et puis continuer à se projeter positivement, c'est ultra important. Donc voilà, l'histoire continue. Alors là, maintenant j'ai un assistant. Voilà, c'est une super. Ça fait 2 mois et vraiment, ça prouve que Vitality a bien grandi. Donc il m'a préparé ça avec cette petite blague Gotaga on tour parce qu'en fait, Gotaga en 2015 se barre de Vitality. Or, à cette époque, il faut quand même se le dire, dans l'esprit de tout le monde, et dans le nôtre aussi, à Néo et moi, Vitality, c'est Gotaga. Ça ne peut pas exister sans. Et en fait, je pense que c'est un des moments les plus importants de l'histoire de Vitality. C'est qu'en fait, d'où ça vient qu'il se barre? D'abord, c'est assez simple à comprendre. La scène Call of Duty, c'est vraiment une des scènes les plus pourries en termes de maturité. Et je pense, évidemment, maintenant que c'est en ligue franchisée, c'est différent, mais c'est vraiment une scène assez insupportable à gérer quand tu es manager. Néo, il me disait, en 2013-2014, il n'osait pas aller au ciné. Parce qu'en sortant du ciné et prendre son portable, il y a un joueur qui allait quitter l'équipe. C'était à ce niveau-là. C'est-à-dire, toutes les 2 heures, les mecs pouvaient s'engueuler et dire « je quitte l'équipe ». Mais attends, tu dis « mais on a un contrat, machin ». « Ouais, non, je quitte l'équipe. Je suis dans une autre équipe ». Parce qu'en fait, c'était pas du tout professionnel. C'était des mecs qui se prenaient la tête. Voilà, ils changeaient. Une mauvaise performance, ils se disaient « attends, c'est à cause de tel joueur, avec lui, on ne peut pas y arriver, on le vire ». Tout ça, c'est pas que Call of Duty. D'ailleurs, dans l'e-sport, il y a encore cet état d'esprit, mais ça change beaucoup. Ça paraît maintenant de dire, en foot, si tu ne performes pas dans ta team, tu as quand même un contrat. Donc, il va falloir que ça marche avec ce groupe-là, parce que de toute façon, tout le monde a un contrat et tout le monde reste là. En e-sport, par exemple, Counter-Strike aussi a beaucoup souffert de ça, la scène française. Lui, il me saoule, il se barre. Ou on va le virer. Les joueurs décident de le virer. Dans n'importe quel sport, les joueurs, ils ne peuvent pas virer un autre joueur, en fait. C'est les managers, le general manager, le coach qui décide. Maintenant, dans l'e-sport, à cette époque surtout, c'est les joueurs qui décident de tout. Donc, ce qui s'est passé, c'est symptomatique de tout ça. L'équipe ne marchait pas bien. Gotaga, à cette époque, il faut bien comprendre, c'était pas... Oui, il était streamer, oui, youtubeur, mais il était joueur compétitif. Parce qu'aujourd'hui, il n'a plus que les activités de streamer, youtubeur. À cette époque, c'était un excellent joueur de Call of Duty et Vitality, c'était une équipe compétitive dont il était le capitaine. Ça, faut surtout pas l'oublier. Donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment, il en a marre. Ok, il adore Vitality en tant que structure, mais ça marche pas à l'équipe. Il dit, je me barre. Et là, je pense, oui, c'est un tournant de l'histoire de Vitality parce que quand on apprend ça avec Néo, alors à cette époque, c'est c'est la dernière année où on est encore dans notre boulot de monteur. À cette époque-là, on se dit en fait c'est fini. Je me souviens très bien, on arrive au bureau, donc pas au bureau de Vitality, au bureau de notre stade de société de production, et on se dit c'est fini. En fait, Vitality, c'est mort, tout le projet s'effondre, et on est effondré justement. Mais en fait, ce qui se passe cette journée-là, c'est qu'on a des tonnes de messages sur Twitter de gens qui disent non mais je comprends le choix de Gotha, parce que Gotha, les fans l'ont toujours soutenu. Je comprends le choix de Gotha, mais ce que vous avez fait avec Vitality, c'est énorme. Moi, j'adore Vitality, je vais continuer à vous soutenir. Et il y a ces messages-là par centaines, des messages, des DM, tout ce que tu veux, hyper bienveillants et sympas, où en fait ça commence à cliquer dans notre tête de « Ah mais en fait Vitality, ça existe. » Ça y est, c'est le jour où on se dit « En fait Vitality, c'est une marque, on a créé quelque chose qui va au-delà d'un joueur aussi important soit-il. » Et c'est une sorte de révélation. Et ça, c'est vraiment pas un storytelling qu'on refait après, parce que évidemment, souvent, quand on va pitcher des fonds et qu'on raconte l'histoire de sa boîte, on a son petit storytelling, etc. On enrobe les choses. Là, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est vraiment, on était là, c'est terminé. Et en fait, on a eu des tonnes de messages de soutien. Et le deuxième truc qui s'est passé, c'est que les sponsors ont dit on vous suit. Ouais, ok, c'est un coup dur, mais on vous suit, on adore ce que vous faites, on adore comment vous bossez, on est toujours là. Et en fait, du coup, cette journée-là, on se dit, ok, en fait, Vitality, ça existe et c'est notre bébé et on va continuer à en faire quelque chose et on a un truc de ouf entre les mains. Et ça, c'est vraiment une grosse révélation.
c'est le moment où, dans nos têtes en tout cas, on prend complètement notre envol. Et ça n'enlève rien à tout ce qu'on doit à Gotaga sur la vitesse à laquelle on a grandi. Mais on se dit, ça y est, on a créé notre truc aussi à nous. Et ça, c'est hyper important. Donc cette année-là, on commence aussi à aller sur d'autres jeux. Donc je passe assez vite, mais voilà, un peu de l'opportunité. Toujours console à l'époque, FIFA, Rainbow Six. Rainbow Six commence à se lancer. Donc à l'époque, on avait recruté l'équipe sur Xbox. FIFA, on avait recruté Brian. Parce que Fabien allait souvent en Angleterre aux compétitions Call of Duty à la Gfinity, il avait rencontré Brian sur les compétitions FIFA. Donc là, pour le coup, ça pourrait être un storytelling d'après coup, de dire on avait tout anticipé, les nouvelles scènes et tout, mais en fait, c'est surtout des rencontres, et on se dit pourquoi pas, on n'a qu'à essayer. On essaye, et puis ça marche bien. On se rend compte aussi que Vitality, c'est pas que Call of Duty, et que les gens, même les gens de Call of Duty, s'intéressent à nos nouvelles équipes. En fait, ça continue ce qu'on veut créer. Plus on ajoute des équipes, plus on comprend que ce qu'on veut créer, c'est des fans de Vitality qui en fait vont s'intéresser après à nos différentes équipes. Et ça, c'est un modèle, maintenant qui est le modèle des grosses équipes e-sport, quasiment toutes, mais à l'époque, c'est pas aussi évident ce modèle-là. Ça commence pour pas mal d'équipes, Fnatic a fait ça depuis longtemps, mais il y a plein d'équipes qui sont encore spécialisées sur un seul jeu. Donc nous, on se rend compte que le modèle de plusieurs équipes, il va être bon pour nous pour installer la marque Vitality sur d'autres fans. Parce que tu as des fans de FIFA qui regardent jamais Call of Duty, des fans de Rainbow Six qui regardent jamais Code, etc. Donc en fait, on se dit, ah bah tiens, on va toucher plus de personnes, donc continuons à mettre des équipes. Et ce qui se passe, c'est qu'on commence à regarder de plus en plus un gros jeu qui s'appelle League of Legends. League of Legends à l'époque, il y a déjà la LCS, maintenant LEC, mais à l'époque c'est la LCS EU, avec 10 équipes. Et ça nous fait rêver, parce qu'on voit bien que, 1, l'e-sport, c'est surtout sur PC que ça se passe, nous on n'est que console. Et 2, League of Legends, c'est le jeu qui a le plus d'audience, ça cartonne et on se dit, on veut en être, quoi. Moi-même, à cette époque, je commence à jouer à League parce que j'ai envie de piger. Alors, je me suis retrouvé aspiré dans League of Legends, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui connaissent. J'ai dû jouer 4000 heures, sans être fantastique non plus, mais pas trop nul, ça va. Et dépenser pas mal aussi pour les skins, ce qui me fait marrer parce que je me souviens que 3 ans avant, même avant de commencer, ou 2 ans avant, en tout cas avant de commencer Vitality, j'avais un pote qui m'avait dit « Ah, il y a ce jeu League of Legends, c'est gratuit, mais tu payes des skins. » Et je me souviens que je m'étais foutu de sa gueule en me disant « Mais t'achètes des skins dans un jeu vidéo, genre t'as que ça à faire de ta vie, quoi. » Je me souviens très bien de ça. Et je me souviens très bien que quelques années après, j'avais mis 500 balles dans League of Legends. Voilà. D'ailleurs, ça c'est aussi c'est bien de changer d'avis. De toute façon, c'est très très important de se rendre compte quand on a dit n'importe quoi et de changer d'avis. Il faut avoir cette humilité-là. Et moi, j'ai dit plein de conneries dans toute ma vie. Je vais continuer à en dire. Ce qui est assez important aussi, c'est de se rendre compte de ça et de savoir se remettre en question. Bon, là, c'est sur un truc assez anecdotique, mais c'est quand même marrant. Donc, je joue à League. Néo aussi, on adore le jeu comme e-sport, on veut y aller. Sauf que comment on fait ? On n'a pas d'argent. Vitality grossissait en termes de chiffre d'affaires, on faisait x2 tous les ans, ça restait petit. Hein. Alors, je n'ai pas les chiffres par cœur, mais en 2015, on doit faire quelques centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à tout casser, et à la fin de l'année, c'est 0 de bénéfice. On est pile à l'équilibre. Parce qu'encore une fois, on a une gestion très prudente. Mais on se dit, ok, League of Legends, il faut y être. Comment on fait ? Et là, je pense que c'est un des premiers gros tournants de Vitality, en termes d'ambition et d'ampleur qu'on prend. On se dit, ok, il faut y aller. On regarde un peu tout ce qui se passe. On était assez proche de Sean, qui à l'époque était le coach de Gambit équipe russe, qui était en LCS. Et on parlait pas mal à Sean, parce qu'on voulait comprendre League of Legends. Puis à un moment, il nous dit, les gars, les proprios de Gambit, ils vont vouloir sûrement s'arrêter, parce qu'ils n'arrivent plus à financer League of Legends, c'est trop cher. Donc, quand il nous dit ça, personne ne le sait encore. On est les premiers à le savoir. Donc on se regarde avec Néo, on se dit « Attends, là c'est l'opportunité de fou, quoi. Il faut la saisir, il faut le faire. » Donc on arrive à organiser un call avec le boss de Gambit qui nous dit « Ouais les gars, je veux vendre. » C'est, maintenant on peut le dire, hein, c'est 400 000 euros. On ne l'a pas dit pendant longtemps, mais de toute façon c'était à peu près les montants des transactions sur League of Legends pour avoir un slot dans la ligue. Sachant qu'à l'époque, si tu achetais un slot dans la ligue, tu pouvais être relégué l'année d'après et tu avais tout perdu. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'a fait une équipe genre 2 ans après ou 1 an et demi après. Mysterious Monkeys, ils ont acheté un slot, ils sont fait reléguer instantanément. Voilà, super, merci d'être venu. Et ça aurait pu nous arriver. Hein. Mais bon, à l'époque, on se dit, il faut y aller. Comment on fait ? On parle à ce gars-là, il dit c'est 400 000 euros ou 350 d'ailleurs, je ne me souviens plus exactement. Je me souviens, donc lui, on se regarde, on était en haut-parleur, on se regarde, on dit hop, et je me souviens, on dit au gars, ouais, c'est bon, on peut. Bon, on raccroche, et on se regarde avec Néo, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi ? Parce que là, c'est vraiment all-in.
Parce qu'on n'a pas du tout cet argent, pour faire simple. On doit avoir 5 000 € sur le compte ce jour-là. Voilà, on n'a pas eu tout l'argent. Donc on se regarde, on se dit, là, il faut y aller, il faut trouver cet argent. Voilà, il n'y a plus le choix. Et surtout, ça, ce qu'on avait commencé à percevoir, et ce qu'on a encore compris les années après, c'est que Néo et moi, on ne veut pas être moyen. Et c'est facile à dire, hein, on ne veut pas être moyen, mais ça veut dire on veut tout faire pour être énorme, quitte à se ramasser. Et ça a toujours été ça dans Vitality à partir notamment de 2015. Soit on devient énorme, soit on se crache, mais c'est mieux de faire ça, all-in, que d'être juste une petite équipe sur Call of Duty française avec des fans français en 2020. Enfin, si on avait, d'ailleurs, c'est évident, si on était resté sur Call of Duty a fait que baisser, on ne serait plus là. Donc ça, c'est des choix, évidemment, maintenant qui nous semblent évidents, mais quand même, il fallait les prendre. Et surtout, voilà, on se regarde, on se dit, il faut trouver l'argent. Comment on fait ? On mobilise tous nos réseaux, tu connais des gens qui ont de l'argent, hein, pour faire simple. On est mis en relation avec pas mal de gens. À cette époque, on ne sait pas du tout lever de l'argent, on ne sait pas faire un pitch deck, on ne sait pas faire un PNL, un budget, tout ça on ne sait rien. Et on a grosso modo quelques semaines. Donc ça paraît mission impossible, et je ne sais toujours pas comment on a fait, mais on l'a fait. Et au fil de nos rencontres, on a quelqu'un qui accroche sur l'idée. Et avec Fabien, on a un rendez-vous avec lui. Et on se dit, là, c'est une de nos meilleures chances, parce qu'en gros, on regarde comment ça marche. On nous explique, si tu veux de l'argent, il faut ouvrir ton capital. Hein, c'est le principe de la levée de fonds. Tu vas émettre des nouvelles actions et une personne va acheter ces actions, ce qui fait rentrer cet argent dans la boîte. Et du coup, ça va te diluer, toi, au capital de la boîte. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es tout seul dans ta boîte et que tu as 100% de la boîte et que tu vas émettre 30% de nouvelles actions, tu n'as plus que 70 et une personne qui rentre à 30, mais en contrepartie, tu fais rentrer de l'argent dans la boîte. Donc ça, c'est le mécanisme de la levée de fonds qu'à l'époque, on ne connaît pas. Donc on va voir ce qu'on appelle ce business angel. Donc c'est des gens qui financent, c'est généralement au début des entreprises, ce qu'on appelle les premiers tours de financement, pré-seed, seed, c'est souvent des personnes qui ont de l'argent, mais des personnes particulières, pas des fonds d'investissement. Donc on va voir ce business angel, on lui raconte le truc. On peut le dire, on a été très bon dans ce rendez-vous-là. Fab qui fait son show comme il sait bien le faire, moi qui explique la vision business. Alors vision business, hein, voilà, à l'époque on dit ce à quoi on croit, mais voilà, on raconte tout ça, et ok, le gars dit banco, et l'ironie de cette histoire, c'est qu'un de ses potes qui travaille dans des fonds d'investissement lui avait dit, ça je l'ai su après, surtout n'investis pas là-dedans, t'es malade, c'est beaucoup trop risqué. Et quelques années après, ce pote-là a dit, d'abord, je m'étais complètement planté, et maintenant, il a lui aussi pris des parts de Vitality dans la levée de fonds en 2017. Et il m'a raconté cette histoire plein de fois en disant, mais qu'est-ce que j'étais con. Mais en fait, je pense pas qu'il était con. En effet, je pense que c'était ultra risqué d'investir chez nous. Vraiment, parce que tout pouvait foirer. Parce que trouver l'argent, il faut comprendre, pour League of Legends, ça ne veut pas dire que derrière, on a l'argent pour payer une année de League of Legends. Parce que même à l'époque, je me souviens plus des salaires exacts, mais je pense qu'à l'époque, une année de League of Legends, c'était 1 million d'euros peut-être, ou 800 000 € pour Vitality à payer. Ça, on ne les a pas du tout. Même si on trouve de quoi acheter Gambit, on n'a toujours pas la thune derrière. Donc, on trouve cet argent, on fait la transaction avec Gambit, ça on s'en souviendra toujours, parce qu'on a une sorte de cliché de mafieux russe qui débarque à Paris. On fait ça dans un bureau d'avocat, il arrive, il a sa grosse bague, il a son sceau pour mettre sur le contrat comme ça, en cyrillique, et tu dis, on se regarde, mais qu'est-ce qu'on fait, où on est, qu'est-ce que c'est que cette histoire mais bon, voilà, tout était absolument légal et honnête. On signe ça, et là, après, en fait, on a 2 mois pour avoir une équipe à Berlin, une gaming house, un coach, on n'a rien à ce moment-là. Le coach, on l'a parce qu'en fait, comme on rachète Gambit, on sait qu'on va garder Shones. Ça, c'était dealé avec lui, et on dit à Shones, aide-nous. Mais ce qui se passait, c'est qu'à l'époque, il y avait des joueurs qui avaient un projet de monter une équipe ensemble, parce que l'e-sport reste quand même très souvent, c'est de moins en moins vrai, mais très souvent des projets de joueurs. Et il y avait donc le premier line-up, Cabochard, Chouk, Nukduck, Kassing, Yarnan, qui voulaient jouer ensemble. Donc ça, c'est pour les vieux de la vieille qui s'en souviennent. Et là, il a fallu convaincre tout le monde. Il y avait quand même des choses difficiles, parce que en fait, Cabochard était soit sur le projet Vitality, soit chez Fnatic. Et quand tu n'existes pas et qu'en face tu as Fnatic qui est le Real Madrid, pour faire simple, de l'e-sport, faut être sacrément convaincant. Donc on fait, franchement, on lui raconte notre projet, notre vision, on ne le lâche pas, on bosse la nuit, etc. On passe un temps fou avec les joueurs. Bingo, ils disent on croit dans votre truc, on y va. Donc eux aussi sont un peu fous. Et voilà, on a les joueurs. On trouve un consultant en Allemagne et à l'arrache, on trouve une maison à dernière minute, on essaie de trouver des ordis, c'est un bordel sans nom.
Mais le jour, en janvier, les joueurs arrivent dans la Gaming House et tout est prêt, quoi. Donc ça, c'est une période de quelques mois. Je ne sais pas trop comment on a fait, mais voilà, sans ça, on ne serait pas là. Et en fait, c'est ce qui nous permet en fait, de poursuivre notre envie d'être une vraie grande équipe européenne et pas une équipe moyenne française. Parce que League of Legends, ça y est, tu touches l'Europe, ça y est, tu vas toucher une autre communauté, PC, sur d'autres jeux. Donc ça, c'est notre clé d'entrée. On en était convaincus. Donc 2016, là, ça c'est le premier maillot avec Canal+, notamment, parce qu'entre-temps, on continue à trouver des sponsors. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'on n'a pas du tout l'argent pour financer League. Voilà, comme d'hab. Et notre plan, c'est maintenant qu'on a une équipe League, il faut trouver des sponsors. Et là, miracle, encore une fois, il y a eu pas mal de miracles dans cette affaire. Il y a HP qui nous appelle pour dire on est intéressé, etc. Alors normalement en sponsoring, personne t'appelle, pour faire simple. Même le PSG, tout ce que tu veux, il n'y a pas d'appel entrant. Le PSG, ils ont 10 commerciaux qui appellent toute la journée pour vendre du PSG. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Les appels entrants en sponsoring, ça n'existe pas. Et c'est assez logique. D'ailleurs, tu te mets à la place d'Orange aujourd'hui, qui est notre sponsor. Le directeur du sponsoring d'Orange, il reçoit, je sais pas, 300 decks par jour pour dire sponsorisez-moi. Sauf que lui, heureusement, il a plein de gens qui bossent avec lui, donc il en reçoit peut-être 5 parce qu'il y a déjà les 99% qui sont filtrés. Mais c'est pour vous dire, en fait, les ayants droit, les clubs, les fédérations, ce que vous voulez, tout le monde se bat pour aller chercher les sponsors. Donc c'est très rare que dans l'autre sens, on t'appelle. Et l'histoire d'HP, c'est que ce gars qui dirige la division IMEA, donc Europe, Middle East, Asia, des ordi HP, qui va lancer Omen à cette époque, son fils adore notre équipe sur League, parce que c'est juste après le début de la saison. C'est des trucs aussi bêtes que ça. Et là, on a le rendez-vous là-bas, on va à Genève, et je pense que là où on a toujours été bon avec Neo, c'est pour pitcher Vitality, raconter l'histoire, donner de la vision, etc. Ça, on sait faire. En rendez-vous, en général, on est très content, on déchire plutôt bien. Ça, on sait bien faire. Et on arrive à Genève, et franchement, on envoie du lourd, et on sait que les mecs sont chauds. Il faut définir un prix, on n'en a aucune idée. Je dis bon, 300 000, je crois, je me souviens plus du premier montant, mais honnêtement, on leur demande un truc comme ça, mais au pif, vraiment. Et puis, bon, ils négocient un peu, mais ok. Donc, c'est des trucs, et après coup, tu te dis, waouh, on a vraiment assez peu d'idées du marché, parce qu'aujourd'hui, on se parle entre toutes les équipes, on connaît les ordres de grandeur des sponsorships, etc. Déjà, à cette époque, c'était un gros sponsor, parce que tu as aujourd'hui plein d'équipes qui signent des sponsors beaucoup plus petits que ça. Donc, c'était vraiment un truc de fou. Et encore une fois, c'est des histoires assez incroyables. Donc, on a HP, ça avance. À titre perso, c'est une année où de plus en plus, moi j'étais vraiment dans l'ombre jusque-là, ce qui d'abord ne me dérangeait pas du tout, parce que comme je vous l'ai dit, moi, si Vitality cartonne, que je fais une boîte dont je suis fier, que je réussis, moi j'ai pas besoin qu'on me connaisse, j'ai pas besoin d'être sur des magazines ou quoi, ça ne m'intéresse pas. Après, pour mon rôle aujourd'hui, je le fais, je fais plein de médias et ça me va très bien et je déteste pas ça non plus. Mais voilà, j'avais pas ce besoin. Ça, c'est une sensibilité perso de chacun. Il y en a plein de gens qui aiment ça, qui aiment être mis en lumière. Il n'y a pas de valeur là-dedans ou de jugement. Chacun est comme il le ressent. Moi, je m'en foutais. Mais je me rends bien compte à cette année-là que il faut que moi, je step up sur mon rôle parce que Neo a toujours le rôle e-sport. Il connaît toute la communauté. Il fait l'ambassadeur. En fait, c'est toujours été lui le premier ambassadeur de Vitality. Avec tous les fans à parler du projet, etc. Ça a toujours hyper bien marché. Mais aussi, on passe sur un truc international où finalement, l'aura de Neo, elle est beaucoup moins grande hors de France. Et puis, il y a beaucoup plus une place business à occuper, ne serait-ce qu'on a les premiers meetings avec Riot, commencer à rencontrer les directeurs d'équipe, etc. Ça y est, on est dans un nouveau monde. Parce qu'à l'époque, tu parles avec, on va pas dire les branquignoles, mais il y a des mecs qui ne sont pas géniaux dans l'e-sport français à cette époque, très amateurs. Puis là, on arrive, on parle à Fnatic et tous les grands, quoi. Ça change. Et là, tu apprends beaucoup aussi. C'est hyper intéressant. Donc, à titre perso, c'est une année où je pense je suis vachement monté en puissance sur ma façon de bosser, ma façon d'interagir, de créer un réseau, etc. C'était hyper intéressant. Surtout international, parce que moi, j'ai plus cette fibre-là. Et ce qu'on fait sur Vitality en 2016, c'est qu'on commence à aller sur plein de jeux. Et d'ailleurs, rétrospectivement, beaucoup trop de jeux. Mais on est allé sur tout et n'importe quoi. Chez Vitality, on peut se souvenir de choses magnifiques comme Arena of Valor, je ne sais pas si vous avez suivi, donc League of Legends sur mobile, qui faisait du 50 viewers, c'était magnifique. On a fait du H1Z1, la Pro League à Las Vegas, qui a craché et qui nous doit encore des centaines de milliers d'euros. Très très bon souvenir. Donc qui a fait banqueroute, quoi. Donc voilà, on est allé un peu sur tout et n'importe quoi, avec l'idée de se dire, on va toucher plein de communautés, on va mettre la marque partout. Mais ce que ça crée à ce moment, et aussi une ambition d'être beaucoup plus que français, quoi. Hop, je vais boire un peu d'eau. Donc, on arrive en 2017.
Et là, ce qui se passe, c'est que suite au fait qu'on ait plein d'équipes, bon, là, il y a le logo Adidas parce qu'on continue à avoir des sponsors et c'est le moment où on commence à avoir des vrais beaux sponsors. Adidas, c'est vraiment une super histoire. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'on est grosso modo à cette époque, on n'a pas de bureau. Donc on se paye, mais mal. On est en télétravail, donc on est sur... Alors je sais plus si c'est en 2007, ouais, on était déjà sur Discord, je pense. Des fois, je mélange un peu la temporalité, mais voilà, on était là à bosser, pour résumer, chacun dans sa chambre. On avait des gens autour de nous, mais peu. Et ce qui se passe, c'est qu'on est quelques-uns à gérer un gros bateau, en fait. Et c'est souvent ce qui s'est passé chez Vitality. Il y avait un peu ce côté magique, vu de l'extérieur, c'est que même en 2015-2016, les gens voyaient Vitality, ils se disaient « mais putain, ils sont 20 à faire ça, c'est un truc de fou ». Mais on était 3-4 quoi, à bricoler, à faire un peu des trucs, on ne sait pas comment. Mais de l'extérieur, ça avait l'air d'être complètement fou, quoi. Alors il y a quelque chose que je me suis toujours dit aussi, c'est aussi une partie de la réussite de Vitality, c'est qu'à l'époque, dans l'e-sport en France, les gens ne sont pas très bons et pas très bosseurs. Ça, il faut se l'avouer. Et en fait, quand toi, tu es plutôt bon et bosseur à côté des autres qui ne font pas le taf, d'un coup, tu as l'air génial. Alors que peut-être qu'on n'est pas géniaux, on était juste bien meilleurs que les autres et on était beaucoup plus motivés aussi. Et ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a vraiment créé une vraie différence, un vrai écart avec les autres. On savait à peu près ce qu'on faisait et on était ultra motivés. Donc là, ça commence à créer une tension énorme parce qu'on est peu à gérer un truc qui devient, pas gigantesque, mais qui devient gros. Et en fait, on n'en peut plus, en fait, pour résumer. C'est pas le burn-out, mais c'est vraiment, là, c'est un peu hardcore, quoi. Tu dois gérer 2000 sujets et tu peux pas, moi, je peux pas faire 10 métiers, Néo non plus, même si on nous aide, c'est injouable, tout simplement injouable. Donc on commence à dire, ok, comment on recrute des gens? Sauf qu'à l'époque, on n'a toujours pas de thune, on a toujours de la thune qui rentre, mais elle ressort, pour faire simple. On n'a pas d'argent qui nous permet de faire plus. Qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ok, il faut lever de l'argent. Et pourquoi on se dit ça? C'est aussi, c'est pas venu à cette époque-là, pour être honnête, on ne savait pas ce que c'était lever de l'argent. On l'avait fait une fois avec un business angel, c'est pas la même chose que d'aller voir des fonds. Et voilà, on n'y avait pas, on s'était pas redit, il faut lever de l'argent. Mais en fait, à cette époque, tout le monde commence à le faire aux États-Unis, à lever de l'argent. Et par exemple, Cloud9 qui lève 2 millions à l'époque, alors ça fait rire parce qu'après Cloud9 on levait des tours à 50 millions, mais à cette époque-là, ils lèvent du 2 millions d'euros, enfin de dollars. Il y en a d'autres aux États-Unis qui le font. Puis on se dit, c'est simple, pourquoi pas nous? Et surtout, on se dit deux autres choses. Un, si on le fait pas, franchement, on va mourir parce que c'est trop, quoi, on peut pas gérer. Et deux, si on lève pas d'argent et qu'on continue à notre petit rythme, ceux qui lèvent de l'argent, ils vont aller 10 fois plus vite et on est mort. Et surtout, je reviens au truc d'avant, si on n'est pas un gros club, un des quelques gros clubs qui pèsent, ça sert à rien, quoi. On va être moyen. Et franchement, j'ai pas envie d'être Unicorn of Love. Et il faut bien comprendre qu'il n'y a aucun mépris dans ce truc-là. C'est juste que Unicorn of Love, c'est le coach et son père, c'est une petite boîte familiale où eux, ça leur a toujours été très bien de faire leur team, ils s'éclatent, ils rentrent un peu d'argent. Ils n'ont jamais voulu être une énorme boîte, ça ne les intéressait pas. Donc c'est pas du tout un truc de jugement, c'est chacun a sa vision. Nous, on ne voulait pas être ça. Franchement, on s'est dit, si on est une équipe comme ça, on va s'emmerder, on va être moyen, on va voir les autres être géniaux. Non, pas envie de ça, quoi. C'est nous, on doit être en haut. Donc on a toujours eu cette idée-là. Enfin, pas toujours, mais ça faisait un moment. Donc ok, on se dit, on va lever de l'argent. Et alors là, il y a des trucs qui sont assez marrants, c'est qu'on n'a aucune idée de comment faire, et deux, personne qui finance les boîtes ne sait ce que c'est l'e-sport. Donc ça commence mal, pour résumer. On trouve une boîte qui conseille les gens en levée de fonds. Rétrospectivement, c'est une grosse erreur parce que ces gars-là n'ont rien fait. On trouvait 0 € de notre levée de fonds, donc voilà, magnifique. Bon, on les a quand même payés, mais ça c'est aussi un truc, ils nous ont servi à rien. Quand tu es sur un domaine spécifique, finalement, il faut peut-être mieux apprendre toi-même. J'en tire pas de grandes conclusions, mais franchement, on n'a fait que perdre du temps et de l'argent avec ces gens-là. Donc, ok, comment ça marche pour un fonds? Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas du tout deviner. Ce que vous croyez peut-être, sauf si vous connaissez le sujet et ce que moi je croyais, c'est que tu envoies ton pitch deck de levée de fonds. Tu dis, par exemple, je veux lever 2 millions d'euros pour faire ci, ça et ça. Tu l'envoies à l'adresse contact des fonds d'investissement et ils vont te répondre. Ça, c'est ce que je croyais. En fait, pour avoir maintenant passé énormément de temps avec les gens des fonds d'investissement, ça, c'est une blague qui se font entre eux. L'adresse contact du fonds, personne ne la regarde jamais. Ou alors, c'est quand ils sont bourrés le vendredi soir pour rigoler, quoi, et aller voir les trucs pourraves. Les mecs des fonds ne regardent jamais ce qu'on leur envoie directement. C'est-à-dire que, ça paraît bizarre, si tu n'as pas une intro dans un fonds, c'est-à-dire si on ne te dit pas, voilà, quelqu'un envoie un mail à un partenaire d'un fonds en disant, voilà, je connais Nicolas, il a un super projet avec Vitality, je verrai jamais ce gars. Donc en fait, quand tu n'as pas ce réseau dans les fonds, c'est toujours pareil, tu pars de zéro. Une fois qu'on a compris ce truc-là, on commence à parler, et ça c'est l'importance du réseau, ça va être encore une grosse banalité, mais je le dis quand même. Tous vos contacts, tout est utile, tout le réseau que vous vous faites, ça a une valeur immense.
Et ça, on ne peut pas s'en rendre compte avant de faire sa boîte, mais c'est crucial, c'est décisif. Donc tous les contacts, il faut suivre, maintenir la relation. Voilà, tout peut être payant et le réseau, c'est un truc massif en termes d'importance. Donc par notre réseau, et réseau étendu, parce que tu demandes aux gens de ton réseau, est-ce que tu connais quelqu'un d'un fonds, blablabla, on commence à avoir une dizaine d'intros dans des fonds. Et alors, il se passe souvent la même chose. Honnêtement, encore une fois, je pense qu'une grande qualité, c'est que raconter le projet Vitality, l'histoire, on sait le faire. On va voir des partenaires, donc les partenaires dans les fonds, les fonds vont avoir, je sais pas, 5-6 partenaires qui en général vont sélectionner des dossiers et ensuite les passer en comité. Comité, tu as tous les partenaires réunis et là ils décident s'ils y vont ou pas. Très souvent, ce qui se passe avec les fonds, c'est qu'on chope un partenaire fan de jeux vidéo qui accroche, il ne comprend pas exactement ce qu'on fout, mais quand même il accroche, il dit banco, je vous fais passer ça en comité. On se retrouve plusieurs fois dans des comités. Et là, c'est catastrophique, parce qu'en fait, il y a des mecs de 60, 50 ans, j'ai rien contre les gens plus âgés, mais le truc, c'est que la plupart du temps, ils ne comprennent rien aux jeux vidéo. Ils sont sur leur portable, ils n'écoutent pas, on paie 1 heure de presse, ils posent des questions, on a déjà tout dit, ou c'est l'inverse de ce qu'on vient de dire. Enfin, honnêtement, je reviens à ce que je disais plus tôt, quand je dis que la vie d'entrepreneur, c'est beaucoup de hauts et de bas émotionnels, la levée de fonds, c'est ça x 10. C'est-à-dire qu'un jour, tu dis, ça y est, j'ai un mec qui est chaud, il va mettre de l'argent, c'est bon. Le lendemain, tu reçois un mail, non, finalement, on a bien réfléchi, c'est non, et tu es détruit. La levée de fonds, c'est quelque chose qui te détruit. Ça, il faut bien le savoir. Il faut être en acier trempé. Moi, je pense vraiment être une des personnes les moins sensibles émotionnellement du monde. Je ne suis pas un robot, mais pas loin. Donc, il y a peu de choses qui m'affectent. La levée de fonds, c'est une des seules fois dans ma vie, j'ai vraiment pris très cher. Parce que vraiment, quand tu y crois, tu touches du doigt que ça y est, tu as enfin ton argent, c'est bon, et que tu reçois, bah, finalement, non. Et t'es au bout, t'es au fond, c'est horrible. Donc ça nous est arrivé plein de fois. À la limite, quand tu as un comité où les mecs ils t'écoutent pas, tu sais que c'est non, et là ça te touche pas trop, c'est juste très frustrant. Mais quand tu sens que ça y est, ils ont accroché et qu'ils te disent non, voilà, c'est une grande violence. Donc si vous êtes amené un jour à lever de l'argent, préparez-vous mentalement, parce que ça va vraiment être ça. Bon, finalement, on trouve 2 fonds d'investissement. Corelia, c'est le fonds de Fleur Pellerin. Ils sont financés, ils ont un LP, donc les LP c'est ceux qui mettent l'argent dans les fonds. Ils ont un LP qui s'appelle Naver, qui est une énorme boîte sud-coréenne. Et en fait, cette connexion à la Corée du Sud, ils connaissent un peu le sujet e-sport, ils comprennent qu'il y a un truc. Ils disent banco, mais on met 10 fois moins d'argent qu'on met d'habitude dans les tours. Donc tu dis ok, mais de toute façon, il fallait prendre tout ce qu'on pouvait. On arrive à monter un tour de 2,5 millions d'euros. Avec Corelia, avec Kima, qui est le fonds de Xavier Niel, qui eux mettent dans plein de boîtes, ils mettent un petit ticket dans une tonne de boîtes, donc ils sont assez faciles à avoir entre guillemets, mais malgré tout ils ont cru dans le truc. Et après plein de business angels qui sont des hasards aussi, des rencontres. Par exemple, à l'époque il y a la E-Ligue 1, où nos joueurs nous disent on veut jouer la E-Ligue 1, parce qu'ils ne peuvent pas la jouer en Vitality, il faut être dans un club de Ligue 1. Donc on va rencontrer le président de Dijon pour lui vendre un joueur Vitality ou lui prêter pour la E-Ligue 1. On va le voir à Dijon, puis on lui dit au fait, on lève de l'argent, blablabla. Et le gars, 2 jours après, ouais, revoyons-nous. Et ce gars-là a mis un gros ticket, plusieurs centaines de milliers d'euros, dans ce tour d'investissement. Et c'est pas un hasard, mais c'est les rencontres. Et il a accroché, c'est un des seuls présidents en Ligue 1 qui a vraiment perçu le sujet e-sport. Donc, au fil de tout ça, pour lever des fonds, ce qu'il te faut, c'est ce qu'on appelle un lead. C'est-à-dire que très souvent, les gens te disent « Ok, je mets, si quelqu'un met un gros ticket, c'est facile en fait d'avoir plein de gens autour. » Quand tu as ce qu'on appelle un lead, un gros ticket d'un fonds par exemple, après, en fait, c'est très moutonnier le truc des fonds. Ça, on ne s'en rend pas compte quand on ne connaît pas. On se dit les fonds, ils prennent des gros risques. En fait, ce n'est pas un métier où ils prennent tellement de risques. C'est des risques très calculés. Et surtout, ce qui se passe quand il y a une levée de fonds, soit ta boîte est sexy et tous les fonds la veulent. Et là, tu vas avoir des offres de ouf sur ce qu'on appelle des term sheets. Et là, tu peux choisir. Soit personne n'en veut. Et tant qu'il n'y en a pas un qui dit go, personne n'y va. C'est un truc cercle vicieux ou vertueux. Et nous, à un moment, personne ne voulait, quoi. Quand Corelia a mis quelques business angels, on dit OK. Après, c'est un peu plus facile d'aller trouver du 50 000, 100 000 par là. Parce qu'en fait, les gars regardent ce que font les autres. Ah, ce fonds d'investissement a mis de l'argent. Bon, OK. Voilà. Donc, on arrive à faire notre tour. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que là aussi, dans l'optique un peu all-in de Vitality, on savait déjà que si on ne faisait pas ce tour d'investissement, on était mort. Donc, en fait, on a commencé à embaucher bien avant de le faire. C'est-à-dire qu'encore une fois, on s'est mis à dépenser plein de thunes qu'on n'avait pas parce qu'on savait que c'était obligé. Encore une fois, si on ne levait pas à ce moment-là, la boîte était morte. C'est pas plus compliqué que ça. C'est encore une fois, on s'est dit, faut y aller. Si on attend de lever de l'argent pour recruter, on aura 2 ans de retard, 3 ans de retard sur les autres et on est foutu. Donc on recrute, on fait notre tour d'investissement et je peux vous dire que, voilà, quand c'était le 20 décembre 2017, quand on a signé à 2,5 millions d'euros, machin, ouais, on a bien soufflé parce que c'était une étape décisive.
Et pour en tout cas continuer sur la problématique, on va dire all-in, 2018, on a très tôt identifié que c'était l'année où soit ça y est, on avait réussi, alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer, hein, même encore en 2020, je pense qu'on est au début, mais il allait se passer quelque chose. Soit en fait on allait en LEC, puisque Riot avait expliqué, voilà les gars, ça passe en format franchisé, donc soit on allait être dans la liste de 10 retenus, soit on était hors du jeu, et pour nous c'était clair, si on n'était pas en LEC, Vitality c'était de la daube, parce que en fait c'est simple, le système de franchise il est binaire, t'es dedans ou t'es dehors, et il n'y a pas de zone grise. Donc nous on s'est dit, soit on fait partie des grandes équipes en Europe et on est dans la LEC, soit vraiment encore une fois c'est foutu, et moi ça m'intéresse plus, pour résumer le truc. Donc on s'est dit, ok, comment on fait pour être en LEC? En fait pour nous il y avait une seule équipe qui était garantie, c'était Fnatic. Jamais Riot allait dire à Fnatic, vous n'êtes pas en LEC. Ils avaient gagné la grande majorité des titres LCS jusque-là, c'est l'équipe la plus populaire en Europe. Fnatic, en quelque sorte, ils pouvaient faire leur application, c'est-à-dire leur dossier. Ils auraient pu mettre « je m'appelle Fnatic » sur une page et c'est bon, ils étaient en LCS. C'est pas ce qu'ils ont fait, hein. Ils ont bien bossé, mais voilà, c'était un peu gratuit pour eux. Tout le reste, ouais, il y avait des gens, on disait « ok, G2 très probable », d'autres probables, H2K probablement pas, Riot les hait. Et nous, voilà, plutôt ok, dans les tout à fait possible, mais pas du tout gagné, quoi. On connaissait nos atouts. Nos atouts, c'est on est le leader français, donc on amène le marché français qui est important et personne d'autre savait le faire parce qu'en face de nous, c'était beaucoup plus petit. Il n'y avait que peut-être le PSG eSport qui pouvait prendre ce côté français. Rétrospectivement, ça n'a pas bien marché, mais voilà, un de nos atouts, c'était clair. Ok, on est le leader français, on va raconter cette histoire-là. Notre autre atout, c'est la croissance Vitality, c'est le nombre de fans, toutes les métriques habituelles. Mais voilà, on se dit, ok, là, il faut cartonner sur cette application parce qu'en fait, il faut se rendre compte qu'à cette époque, Riot dit qu'il faut 8 millions pour rentrer en LEC. Sauf que si tu as 8 millions, tu n'es toujours pas en LEC, parce que des mecs qui ont 8 millions, il y en a 200. Aux États-Unis, il y a eu plusieurs centaines d'applications pour la LCS. Donc des gens qui ont de l'argent, il y en a plein. Mais des gens qui ont de l'argent et qui sont sélectionnés, il n'y en a que 10. Donc avoir l'argent, ça ne suffisait pas du tout. Mais surtout, personne n'allait nous donner l'argent si on n'était pas en LEC. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Et en fait, ce qui s'est passé pour tout le monde en 2018, c'est que tout le monde a fait des levées de fonds conditionnées à l'obtention du slot LEC. C'est-à-dire les investisseurs te disaient « Ok, je te mets 15 millions si tu as le slot ». Et ça, c'est ce qui s'est passé pour tout le monde. Donc pourquoi c'était going all in twice? C'est que tout allait jouer en un instant. Soit on avait la LEC et peut-être on aurait trouvé un investisseur d'ici là et donc ça débloquait l'argent, soit la LEC nous disait non et personne n'allait le vouloir nous faire une nouvelle levée de fonds. Donc on était, sachant qu'à cette époque, et ça c'est un bel apprentissage de l'entrepreneuriat, quand tu lèves de l'argent, tu le dépenses 3 fois plus vite que prévu. Ça, c'est une règle, à mon avis, pour avoir parlé à plein de CEO de boîtes qui ont levé des thunes. Tout le monde est d'accord, tu as ton plan, et puis en fait, tu crames l'argent beaucoup plus vite. Voilà, c'est très, très, très facile de dépenser, surtout quand tu n'es pas habitué. Tu as géré une boîte avec 3 sous, et puis d'un moment, sur le compte, tu as des millions. Ça ne veut pas dire que tu fais n'importe quoi, évidemment qu'on n'a pas fait n'importe quoi, mais ça va toujours plus vite que prévu. Et l'argent rentre toujours moins vite que prévu. Voilà, ça, c'est des leçons assez intangibles. Bon, donc là on se dit ok, comment on fait la meilleure application? C'est simple, on est allé voir une agence marketing qui a fait des applications pour les pays, pour les Coupes du Monde. On leur a dit ok, ça coûte combien? Réponse, c'était dans les 150 000 €, donc on est tombé de notre chaise. Mais en fait on a bien réfléchi, on s'est dit qu'est-ce que c'est 150 000 €? Si on est en LEC, d'un coup on va lever 15 millions, notre boîte elle en vaudra une fortune. En fait on s'en fout complètement, c'est un prix qui nous paraît absurde, mais en fait nous, on joue notre vie sur ce truc-là, donc il faut le faire. Et je me souviens toujours, à l'époque, on était à Station F, parce que grâce à Corelia, on avait pu là-bas. On a eu pendant 1 an et demi des bureaux gratos à Station F, donc c'était plutôt cool. Je me souviendrai toujours du partenaire de Corelia qui passe nous voir, et j'avais la facture du dossier d'application sur mon bureau, le devis prêt à signer 150 000 €, et j'avais même pas fait gaffe, et il passe, et il fait « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Genre les mecs venaient de mettre de l'argent chez nous, il dit « Ah, c'est comme ça que tu dépenses l'argent qu'on met chez toi, quoi. » Et j'ai dit « ouais, genre ça paraît complètement taré, mais là on joue notre vie et je mettrai toute la thune qu'il faut, quoi. » Ça, on était assez convaincus. Donc bon, il a pas mal râlé, mais je dis « Ok, laisse-nous faire. » Ce qui est pas mal avec les fonds intelligents, en tout cas, c'est que finalement les mecs, ils investissent sur toi, c'est-à-dire évidemment sur ta boîte, ta marque, mais sur les entrepreneurs. Ça veut dire que normalement, ils ne vont pas être derrière toi sur chaque décision. Donc si tu as des gens intelligents autour de toi, quand tu lèves des fonds, il faut que tu utilises tes partenaires, les gens qui rentrent, comme des conseillers. Tu vas leur demander conseil, etc. Mais ils ne sont pas là pour te dire quoi faire. Parce que finalement, d'une certaine manière, ce n'est pas les investisseurs qui savent gérer une équipe e-sport. C'est nous qui savons le faire. Donc on fait ça. Et là, encore une fois, c'est un truc qui dure plusieurs mois, où moi, je fais le tour du monde pour trouver de l'argent
et trouver beaucoup d'argent, parce qu'on venait de lever 2,5, là on cherchait 20. Autant dire que quand tu lèves 20 millions, on te demande beaucoup plus de choses. Et surtout, là on s'est fait accompagner d'une banque d'affaires, c'est-à-dire une banque d'affaires, c'est un conseiller sur la levée de fonds qui vont te présenter à plein de gens, qui vont t'aider à faire ton deck, ton business plan. Les mecs, c'est des fous furieux. Le business plan, il était magnifique. Je pouvais l'encadrer. C'était un truc Excel de haut niveau. Parce que dans les banques d'affaires, tu as des petits jeunes qui bossent toute la nuit pour te sortir ça. Donc, par contre, ça coûte une fortune. Hein. La banque d'affaires, à la fin, elle prend son beau chèque. Mais c'est très utile. Là, quand tu lèves ces montants-là, je pense, tu peux plus trop le faire tout seul, sauf à connaître très, très, très bien ce milieu. Voilà, tu es un peu obligé. Donc, en fait, on se rend compte encore que on va encore une fois jouer nos vies au oui ou non de Riot. Avant ça, il y a un grand oral, donc on va à Berlin. Voilà, on va présenter oral devant tout Riot. Pourquoi il faut prendre Vitality, répondez à telle question. Honnêtement, on sait qu'on a vraiment bien envoyé. On est très content de ce rendez-vous, mais on ne sait toujours pas si on va être pris. Et en même temps, on finalise avec notre investisseur, donc, qui est un family office, ça veut dire la société de gestion d'un milliardaire indien. On avance sur le deal, et là encore, honnêtement, négocier un deal de levée de fonds, c'est parmi les trucs les plus durs. Parce que c'est assez violent, quoi. Là, il faut d'ailleurs un conseil aussi, si ça vous arrive. Rigolez pas sur l'avocat que vous prenez parce que c'est game changer. Nous, je pense qu'on a eu le meilleur avocat levé de fonds en France et ça vaut le coût très élevé par ailleurs. Mais vraiment, ça change tout. Et il faut être très bien accompagné quand on lève ces montants-là parce qu'en face, les gens sont très solides, ils savent faire et voilà, c'est des grosses négos où moi d'ailleurs, c'est intéressant, pendant quasiment 6 mois là, j'ai fait que ça, que de la levée de fonds. C'est-à-dire que je ne gérais plus rien de l'opérationnel de la boîte, ce qui crée plein de difficultés. Mais quand tu lèves des fonds, tu fais que ça. Et d'ailleurs, c'est souvent pour ça qu'il y a un seul des cofondateurs dans les boîtes qui le fait, parce que sinon, c'est tout simplement impossible. La boîte, elle ne tourne plus. Donc voilà, on va faire notre oral, et je me souviendrai ça aussi toute ma vie, c'est des petites anecdotes, mais j'ai l'appel de Riot au jour attendu, et voilà, encore une fois, moi je ne stresse pas beaucoup, mais là, j'étais dévasté, j'étais tellement stressé. Je vois qu'il m'appelle, il me dit, je t'appelle, le gars de Riot me dit, je t'appelle dans 1 heure, et j'étais à trembler devant mon téléphone, parce que je savais que si c'était non, l'investisseur, il avait disparu dans la minute, et tout était pas foutu, on aurait trouvé des façons de rebondir, mais ça n'aurait jamais été le Vitality qu'on veut. Et donc le gars de Riot, et ça je le remercierai toujours, m'appelle, et je réponds, il me dit, je vais pas te faire galérer, vous êtes en LEC, c'est bon, vous êtes pris, il me le dit instantanément, donc je fais, j'étais tellement heureux, c'est vraiment le poids de pas mal d'années de boulot qui est tombé. Et voilà, c'était un grand moment, ça qu'on a bien fêté. Chez Vitality, on n'est pas très fort pour fêter nos succès, parce que comme c'est un business, l'e-sport qui va très vite, il y a toujours des nouvelles choses à faire, et on se rend compte qu'on n'est pas très bon pour s'arrêter et se dire « Ah là, c'est un vrai succès, il faut le célébrer ». Là, on l'a quand même bien fait. Et c'était une année assez ouf, parce qu'entre le dossier, l'oral, la levée de fonds, je pense que c'était l'année la plus dure, en termes de mental, d'investissement même... c'est même pas que mental, c'est même limite physique, quoi. C'est vraiment, on a tout donné parce qu'on savait que, ça voulait pas dire qu'on allait réussir à être le grand club qu'on veut si on y arrivait, si on avait ce oui, mais si on l'avait pas, on le serait jamais. Ça, c'était sûr. Donc, encore une fois, mentalement, c'est des années ultra difficiles et ça forge pas mal aussi le caractère parce que ça veut pas dire que maintenant, on n'est jamais sous pression ou quoi que ce soit, mais quand tu as vécu tout ça, alors, on va relativiser, il y a des choses plus dures et plus graves dans la vie, mais en tout cas, dans l'aventure entrepreneuriale, c'est des moments extrêmement marquants. Voilà, donc ça, c'est 2018. La suite, après, on va se rapprocher de plus en plus de ce que vous connaissez. Donc, je vais vous faire un peu l'état des lieux de Vitality aujourd'hui et de comment on se projette. Et après, on passera aux questions-réponses. Donc, Vitality aujourd'hui, vous connaissez. Nous, on est plutôt, comme je l'ai dit, on est plutôt dans une optique de pas forcément d'ajouter des jeux. Ça, c'est ce qu'on faisait 2016-2017. En fait, on voulait mettre du Vitality partout. Mais on s'est rendu compte de pas mal de trucs. C'est qu'en fait, quand tu dis « je rajoute un jeu », parfois, c'est pas cher. On se dit « c'est pas cher. C'est juste un manager. C'est pas non plus trop chiant à gérer. » Mais en fait, ça, c'est un truc qui est assez important aussi et que pas mal d'entrepreneurs diront. Je pense que ça s'appelle le focus. Et si tu commences à faire tout et n'importe quoi, tu le fais pas bien. Et il faut mieux se focus sur les choses importantes et très bien les faire. Alors, en même temps, c'est assez intéressant, c'est que je dis ça, mais en même temps, mes équipes me râlent tout le temps parce que je leur demande de faire plein de choses différentes. Et elles me disent souvent, mais oui, mais là, attends, tu te rends compte, on a déjà 50 projets, on ne peut pas en faire encore 30 de plus. Et je leur dis, oui, mais en fait, si, on est obligé de le faire parce que le business n'attend pas, en fait. Si tu ne te positionnes pas maintenant,
bah, les autres le font. Et ça, c'est un truc qui est aussi intéressant avec les équipes, notamment quand tu bosses avec des avocats ou des gens qui gèrent la finance dans ta boîte. Il y a toujours plein de bonnes raisons de ne pas faire. Ça coûte trop cher, c'est risqué juridiquement, on n'a pas les ressources. Mais en fait, des fois, dans le business, il faut faire. Et en fait, tu réfléchis dans l'autre sens. Bah, puisqu'il faut le faire, si je ne le fais pas, ma boîte, elle va vraiment en prendre un coup. Puisqu'il faut le faire, démerdez-vous pour que ça marche, financièrement, juridiquement. Mais vous ne me dites pas non, on le fait et après on se démerde et après on trouve la solution. Ça, c'est vraiment le mindset startup et je pense que tu es un peu obligé de fonctionner comme ça. Parce que si tu écoutes les gens qui te disent on peut pas, bah tu fais rien, quoi. Et dans le cadre de l'e-sport où tout est nouveau, tout bouge tout le temps, en fait, tu es obligé de prendre des décisions en 2 secondes. Je vais prendre un exemple simple. Tu dois recruter un joueur. Dans plein de boîtes, le process de recrutement, il est long. Tu vas faire plusieurs interviews, entretiens avec le candidat. Tu vas à la limite peut-être le tester sur des postes techniques. Tu vas peut-être faire un profil psychologique. Bon. Mais en fait, parfois, tu dois recruter un joueur et la deadline est dans 2 heures. Bah, je ne peux pas avoir 3 semaines de tests ou quoi que ce soit. Donc, il faut se décider maintenant. Donc, ça, c'est hyper intéressant aussi. C'est qu'il y a plein de moments, bah, tu es obligé d'agir tout de suite. Et donc, c'est pour ça aussi d'ailleurs que plein de décisions, on peut se planter des tonnes de fois. Hein. C'est un peu d'ailleurs obligé quand tu fais une boîte, vous vous plantez des milliers de fois. Alors ça, il faut être tout de suite déstressé par rapport à ça. Parce que si on se stresse en tant qu'entrepreneur quand on fait des mauvais choix, là on est mal barré. Parce que sincèrement, je pense qu'on en fait 2 par jour des mauvais choix. Parce que d'ailleurs, ce boulot de CEO, c'est vraiment tous les jours, il faut décider des trucs. C'est-à-dire que moi, je suis au bureau, et c'est pour ça que des fois je ne vais pas au bureau et je suis en télétravail, parce qu'au bureau, tout le monde vient me faire chier, je dis ça en rigolant, mais tout le monde a plein de choses à me demander. Qu'est-ce qu'on fait sur ça? Qu'est-ce qu'on fait sur ça? Alors évidemment, plus tu recrutes des gens seniors, plus ils sont leaders, plus ils sont capables de faire eux-mêmes, mais tout le temps, en tant que CEO, on va te demander qu'est-ce qu'on fait, par quelle est la direction, quelle est la strat. Et toute la journée, il faut prendre des tonnes de décisions. Ce qui, pour moi, rend le métier génial. Mais fatigant aussi. Voilà. Donc sur les équipes, aujourd'hui, on a 9 équipes, mais la tendance, elle est plutôt pas à rajouter des tonnes de jeux. On ne va pas forcément aller sur Dota, par exemple, même si Dota, c'est hyper fort. Bah, ça coûte cher, ça prend beaucoup de ressources, le résultat est incertain. Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de réparer notre équipe League of Legends, qui est en grande galère, par exemple? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de bosser sur l'équipe CSGO, de les entourer encore mieux pour en faire la meilleure équipe du monde? Voilà, nous, on se dit aujourd'hui, le chemin, c'est plutôt mieux gérer nos jeux, mettre la bonne structure, etc. Et d'ailleurs, c'est aussi un autre truc de l'entrepreneuriat. C'est que des fois, tu prends des bonnes décisions, ça ne marche pas. Des fois, tu en prends des mauvaises, ça marche. Alors, il faut là aussi se décomplexer par rapport à ça. Par exemple, je pense qu'on a fait une assez bonne off-season sur League. Bah, on est dernier et tout le monde nous dit qu'on est nul. Bah oui, ça c'est vrai. Ça n'a pas marché pour plein de raisons. Mais bizarrement, cette off-season, je la referai probablement pareil. Ça paraît bizarre. Mais voilà, des fois, tu prends des décisions. Tu peux être convaincu qu'elles sont bonnes. Elles vont mettre du temps à payer. Des fois, tu es convaincu qu'elles sont bonnes, mais elles étaient mauvaises. Tout ça, c'est très, très, très complexe. Et c'est aussi assez dur dans ce métier, de ce job de CEO, d'évaluer ta propre performance ou tes propres décisions. Parce que vraiment, tu peux faire des trucs qui sont très intelligents mais qui se ramassent. Notamment dans un business de sport, bah, des fois, les mecs vont se blesser, ils vont être stressés, ils vont avoir des problèmes les joueurs vont avoir des problèmes avec leurs copines et ils ne vont plus performer. Il y a énormément aussi de choses incontrôlables. Donc, il faut arriver à faire le bon bilan de qu'est-ce qui est nos décisions, qu'est-ce qui est l'incontrôlable. Il ne faut pas non plus, à l'inverse, se trouver d'excuses. Ah bah j'ai tout bien fait, mais c'est de la faute de… D'ailleurs, dans l'e-sport, encore une parenthèse, tout le monde a toujours une tonne d'excuses. Les joueurs, ils ont perdu, mais la salle était mal climatisée, ils étaient jet-lagués, les PC n'étaient pas bien. Et toujours des excuses. Ça, si vous êtes manager d'équipe e-sport, vous allez voir, les joueurs ont toujours des bonnes raisons. Et ça c'est nous, en tant que leader de Vitality, je pense qu'on a bien appris ça. Alors des fois, oui, il y a des excuses, mais en fait, ça c'est pas très intéressant de parler d'excuses. Il faut surtout voir ce qu'on aurait pu mieux faire et s'améliorer. Bah, les joueurs n'en sont pas encore tous à cette étape-là. Hein. Franchement, l'e-sport a besoin d'encore progresser un petit peu. 2019, c'était une top saison pour nous. Moyenne sur League, mais géniale sur CS. Donc bah, évidemment, ça aussi c'est pareil, hein, Zio. Est-ce qu'on est des génies de l'avoir recruté? Est-ce qu'on a de la chance? Est-ce que c'était le bon timing? Tout ça, se mélange un petit peu. Oui, il y a une bonne décision, mais on a la chance parce que le timing était bon. Ils voulaient monter l'équipe avec NBK, avec Apex. On a pu les acheter à G2. Il y a tellement de paramètres qui font que des fois, tu es très juste à beaucoup de réussite. Enfin, voilà, c'est très compliqué d'évaluer tout ça. En tout cas, le résultat, c'est qu'on a signé Zio, que tout le monde savait
être un énorme espoir, mais qui en fait était encore 3 fois meilleur que ça, parce que le mec est meilleur joueur du monde sur sa première année pro, c'est du jamais vu. Bon, magnifique. L'équipe en elle-même a des soubresauts, mais globalement, on gagne plusieurs tournois importants. C'est vraiment une année exceptionnelle, surtout que CS, c'est un univers extrêmement concurrentiel et difficile. Vraiment, c'est très, 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 très dur. Donc, on peut être que très heureux. On est champion du monde sur Rocket League, vice-champion du monde en prolongation en fin de saison. Globalement, pour Vitality, 2019, c'est une énorme année parce que les succès sportifs sont là. Oui, League n'a pas hyper performé, mais il faut bien se rendre compte que League prend une vraie place dans la perception. C'est pour ça que cette année, beaucoup de gens peuvent critiquer Vitality et je les comprends tout à fait. Mais l'e-sport, c'est beaucoup plus qu'un jeu. Par contre, à l'inverse, tu remplaceras jamais les succès sur les top jeux par des succès sur les petits jeux. Si on gagne un Master sur Hearthstone, et j'adore mes joueurs, etc., ça ne change pas énorme pour Vitality. Par contre, un gros tournoi sur CS, les Worlds sur League quand on l'a fait en 2018, ça c'est game changer en termes de fans, en termes de perception de la marque. Ça change tout. Donc oui, c'est bien les succès sur tous les jeux, mais on ne va pas se mentir non plus. Notre boulot, c'est d'abord de gagner sur les top jeux. Donc 2019, vraiment, on est très content de la saison. On a 2 nouveaux lieux. Stade de France et VIVE. Alors pour les expliquer rapidement, VIVE c'est vraiment un lieu pour rencontrer les fans. Alors vous n'êtes pas à Paris, mais voilà, sur ceux qui sont en région parisienne, ils peuvent venir nous voir à VIVE, venir voir les joueurs. On fait beaucoup d'activations, de viewing party, etc. En fait, c'est pas pour gagner de l'argent, VIVE. Si ça gagne de l'argent, on est très content, hein, on est un business. Hein, moi, j'adore gagner de l'argent, tout va bien. Mais VIVE, c'est pas fait pour ça. À la base, c'est fait pour la marque Vitality, pour la relation aux fans, la relation à la marque Vitality, pour qu'on puisse développer tout ça en faisant un maximum d'événements, de rencontres, etc. Voilà. Donc ce lieu-là, il est hyper important pour nous et on va vraiment en faire beaucoup de choses. Et ça n'existe pas vraiment dans l'e-sport. Beaucoup d'équipes commencent à avoir en Asie notamment leur arena, mais nous, ce n'est pas une arena VIVE, c'est vraiment un truc qui est hybride et c'est aussi un cybercafé la journée, qui me rappelle moi quand j'allais jouer à Counter-Strike en sortant du bahut, parce qu'à mon époque de vieillard, on allait jouer dans les salles de jeux en réseau, c'était en 2003, quelque chose comme ça, et on allait jouer à CS en sortant du bahut avant que la DSL arrive et que toutes les salles se mettent à fermer. Donc nous on a voulu refaire ce concept de salle de cybercafé, salle de jeu, qui existe encore mais beaucoup moins qu'avant, alors que ça existe, ça cartonne en Corée et dans d'autres pays. Ben voilà, nous on est vraiment partisans de dire que le jeu vidéo c'est social avant tout. Donc franchement, quand il y a plein de jeunes ou moins jeunes, mais quand même assez jeunes, surtout avec Fortnite, qui viennent jouer et passer l'après-midi là, bah, c'est hyper agréable pour nous. Stade de France, c'est le centre d'entraînement. Donc bah, là, l'idée c'est de, vous connaissez l'e-sport hein, et vous connaissez les gaming house. Je pense qu'on se dit tous que c'est plutôt nul le concept de gaming house, de vivre avec ses collègues. Je vous laisse tous imaginer ça. Personne n'a envie de ça. Moi, j'adore mon équipe chez Vitality, mais j'ai pas envie de vivre avec tous mes employés. J'adore rentrer chez moi. Dans le jeu vidéo et dans l'e-sport, c'est sûrement pareil pour les joueurs. Sauf qu'aujourd'hui, très souvent, ils vivent avec leurs coéquipiers. Ce qui marche pas trop mal quand ça gagne, mais ce qui marche très, très, très mal quand ça perd. Parce que quand ça perd, t'es tendu, t'en veux aux autres, t'es frustré, et quand t'es 24/7, on va dire, avec les mêmes, bah, ça explose, quoi. Donc la gaming house, c'est vraiment un truc dont on veut sortir, et ce qu'on veut, c'est, je pense que vous connaissez tout le discours, entourer les joueurs, bah, vous le connaissez parce qu'ici, il peut y avoir la même philosophie, c'est entourer les joueurs par des coachs physiques, mentaux, etc. Ce qu'on fait, j'adore ce qu'on fait sur CSGO, on a Thierry Assion, qui est le coach de Tsonga, qui dirige une équipe performance autour de CSGO. Et c'est passionnant parce qu'en fait, bah, c'est des gars qui sont hyper intéressés par l'e-sport et ils se rendent compte qu'il y a tout à faire. Le professionnalisme, pas que les joueurs ne soient pas pros sur leur entraînement, les IO et toute l'équipe, c'est des machines et le coach, franchement, il est dur avec eux, il les fait bosser beaucoup. Donc il y a un vrai professionnalisme dans le jeu. Et hors du jeu, c'est un peu zéro. Hein. J'espère qu'ils ne m'en voudront pas de dire ça. Sur la nutrition, le sommeil, même la communication, les débriefs en équipe, il y a une tonne de boulot. C'est ce qu'a bien fait Astralis, on connaît tous Astralis, bah, ils sont juste passés au niveau professionnel du sportif, quoi. Et bah, nous, c'est ce qu'on fait aussi, d'ailleurs, c'est une vraie tendance dans l'e-sport. Alors, ça, c'est l'organigramme. Ça, c'est assez intéressant à mon avis, parce que quand on va en rendez-vous sponsor, quand on leur montre ça, bah, les mecs ils hallucinent, parce que personne n'imagine que l'e-sport, en tout cas Vitality, qu'il y a autant de personnes. Honnêtement, aujourd'hui, on est staffé comme un club. Ça veut dire qu'on a de l'opérationnel, marketing, on a une grosse équipe, social media, contenu, aussi tout ce qui est sales, partenariat, merchandising. Voilà. Et pour donner des exemples, en merchandising, il y a 2 ans, c'était un gars qui faisait ça à mi-temps. Après, en réalité, il faisait ça à plein temps, tout comme son deuxième boulot, donc il n'avait plus de vie.
Et ben maintenant, il a une team avec des gens qui viennent de clubs, qui viennent de médias, d'entertainment, qui ont fait beaucoup de merch. Donc là, il est juste avec des experts du merch. Donc nous, aujourd'hui, on a pris le parti de s'entourer d'experts dans chaque domaine, que ce soit... En fait, c'est assez logique. Tu veux embaucher une CFO, une directrice financière, tu ne vas pas, en première question, lui demander si elle aime League of Legends. C'est très sympa si elle aime League of Legends, mais tu veux surtout qu'elle soit très très forte sur les chiffres ou sur l'Excel. Et donc, tout notre recrutement, il est comme ça. Et aujourd'hui, on s'est staffé à peu près à tous les niveaux. Pas encore à tous les niveaux, il y a encore de la place. Là, on a encore 3 ou 4 process de recrutement. Ça ne s'arrête jamais. Parce que, pourquoi ? L'idée, c'est pas de dire on va embaucher 200 personnes et être énorme. C'est qu'on se dit, si on ne fait pas ça, on ne sera pas une top équipe. C'est-à-dire que si en merch, tu n'es pas capable de faire du merch stylé, qui se renouvelle tout le temps et le ship partout dans le monde et sur des gros volumes, en fait, les autres, ils le font. On ne va pas s'inquiéter, hein, les Fnatic, G2, ils font tout ça. Donc nous, on le fait aussi, c'est la même chose. Et sur le contenu, je pense que c'est une des forces de Vitality. Tu ne peux pas avoir un mec qui fait 4 boulots. Il faut un expert en contenu, un mec qui a un réseau de fous, qui connaît les créateurs, qui connaît les réalisateurs. Tout ça, ça ne s'invente pas. Et ça, j'en parlais un petit peu ce matin. Ça vous concerne sur un truc, c'est que toute l'expertise e-sport gaming, elle est clé, mais apprendre un métier et être très très fort dans son expertise et son métier, c'est la base de la base. Et nous, on recrute de moins en moins de gens qui sont experts e-sport. Alors, c'est un plus et on le prend avec plaisir, mais ce n'est pas la première chose qu'on regarde. Si tu es expert e-sport et que tu viens faire du market, mais que tu ne sais pas faire du market, en fait, on s'en fout. Donc ça, c'est un peu une évidence, mais voilà, c'est bien de la rappeler. Et ça a bien changé. Et ça, c'était un des problèmes de l'e-sport, je pense. C'est pourquoi aussi l'e-sport a un peu galéré et était assez amateur. C'est qu'il y a plein de gens, ils avaient la passion e-sport, ça c'est hyper important, mais ils n'avaient que ça. Et ils n'ont pas développé forcément de compétences à côté. Donc tu as plein d'équipes qui n'ont pas été très bien gérées parce que c'était que des passionnés. Et être passionné, c'est génial, mais il ne faut pas être que ça. Moi, c'est simple. Ce que je sais faire aujourd'hui dans mon boulot, j'ai tout appris. Je ne connaissais rien à tout ça. C'est le principe de l'entrepreneuriat, tu apprends. Mais si je n'avais pas envie d'apprendre un nouveau truc tous les jours, de step up sur comment je gère des équipes, comment je fais du média, comment je manage du sportif, comment je gère la finance, tout ça, je ne le savais pas. Je l'ai appris parce que j'ai bossé et à chaque fois, j'ai bossé dur pour comprendre. Ça aide aussi d'être très curieux. Et un truc qu'on dit souvent avec Néo aussi, c'est que nous, on est tous les deux un peu des éponges. C'est-à-dire qu'on absorbe tout ce qu'on entend. Ça, c'est une vraie qualité qui, quand vous êtes entrepreneur, va servir beaucoup. C'est hyper important d'écouter, d'apprendre. Plus loin, avant de passer aux questions, on veut vraiment développer le côté influence, qui est la grosse tendance e-sport. Là, j'invente rien. Si vous regardez tous les grands clubs e-sport, exemple extrême étant FaZe, qui sont eux d'ailleurs plus une écurie d'influenceurs qu'un club e-sportif, même s'ils performent très bien sur certains jeux. Eux, c'est le modèle ultime. Nous, on ne veut pas faire du FaZe. Nous, la compétition, c'est notre ADN. Mais on veut quand même vachement plus développer le côté influence, streaming, donc s'entourer de plus de streamers sur des jeux variés, sur aussi d'autres pays. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même très français. Un de nos gros challenges, c'est comment on est beaucoup plus internationaux. Ça, c'est une belle signature parce que Airwax-Nikov, il coche les deux cases. Un peu du Gotaga en 2013. Ultra fort et ultra populaire. Ça, on aime bien, tous les clubs aiment bien ça. Et c'est des mecs qui sont super, on est hyper content de les avoir chez V et ça va vraiment dans le sens qu'on veut pousser et développer. Et on va aussi rentrer de plus en plus de streamers qui ne sont pas des joueurs pros. Parce qu'on a un peu du mal à le faire, ça, parce qu'on avait toujours ce problème de positionnement de la marque. Si on est un club pro, est-ce qu'il ne faut pas finalement que tout le monde soit pro et soit des joueurs au plus haut niveau ? Mais en fait, Gotha, il a arrêté d'être pro et ça cartonne. Broken, ancien pro, aujourd'hui qui a une super communauté, il peut jouer à plein de jeux différents. Ce modèle-là, on a mis un peu trop de temps à le comprendre, je pense, il est ultra puissant. Donc on peut avoir les deux, la compétition et l'influence. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut développer. Un enjeu clé pour nous, donc là on voit Thierry Assion et sa team, c'est de prendre des jeunes et de les faire devenir des monstres. C'est pour plein de raisons que tout le monde va comprendre. Acheter un joueur une fortune, personne n'aime ça. S'il faut le faire, dans le futur, on le fera. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, l'e-sport, c'est un business de talent, c'est comme le sport. Tu ne peux pas gagner sans les meilleurs. Tu peux gagner quelques matchs, de temps en temps, tu peux gagner un championnat. Il y a des exemples en foot, mais qui gagnent à la fin, c'est toujours les mêmes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont les meilleurs joueurs. Alors, avoir les meilleurs joueurs, ça ne suffit pas pour gagner, mais sans les top joueurs, tu ne peux pas gagner. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc oui, des fois, on va continuer à acheter, à payer des buy-out. Mais en fait, c'est tellement mieux économiquement de former des jeunes, en termes de marketing, de dire, moi, Vitality, j'ai fait rentrer des gens qui commençaient, je les ai formés, je les ai amenés au plus haut niveau et maintenant ils cartonnent.
c'est fou, c'est les valeurs qu'on veut développer, ça va dans le sens d'école comme ici, mais on pense que la formation, c'est un enjeu gigantesque. Donc aujourd'hui, c'est vraiment axé sur le sportif. Comment on prend des jeunes talents? Sur CS, on a dû, et ça c'est aussi une des joies du business, du jour au lendemain, tu n'as plus de capitaine dans ton équipe, c'est top. Tu apprends ça. Et tu as une deadline pour la Pro League ESL qui est dans 24 heures. On n'est plus que 4, quoi. C'est bien, il faut trouver un joueur. On a pu ralentir la deadline de 48 heures supplémentaires, mais ça reste toujours un bon petit challenge. Sur CS, on avait le choix de payer un joueur confirmé ou de prendre un jeune super potentiel. Donc Mizuta, 17 ans, on ne sait pas s'il va cartonner, hein. On sait juste qu'il est ultra doué. Après, tu ne sais jamais. Est-ce que le mec il a la bonne intelligence de jeu? Est-ce que sur le stage, il va être touché par la pression? Parce que tu as des mecs qui sont trop forts à l'entraînement, mais sur stage, ils deviennent bidons. Tout ça, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il a le potentiel et que nous, on a les bonnes personnes pour développer ce potentiel, donc on y croit à fond. Donc on pensait que c'était 1000 fois plus intéressant de prendre un jeune, mais ça prend un peu plus de temps, que d'aller chercher un joueur déjà confirmé. Et ça va être une grosse tendance chez Vitality. Sur League of Legends, c'est ce qu'on a fait. Pour l'instant, c'est catastrophique, voilà, disons-le. Mais en fait, l'idée, c'est d'aller chercher des talents qui ont le potentiel de devenir très forts. On les a mis avec Duke, qui est vraiment, moi, je suis très fan de Duke, et vraiment, j'aurais pas de problème à dire, parfois le coach, il délivre pas, c'est le sport, il faut le sortir. Non, nous on a un coach, on y croit à fond. Pour plein de raisons internes, ça marche vraiment pas du tout. Aujourd'hui, les joueurs, ils sont vraiment dans le dur mentalement. Donc, le temps entre les deux splits, il va être clé pour nous pour refocus tout le monde. Mais le pari d'aller prendre des jeunes, c'est ce qu'on veut faire de plus en plus. Après, évidemment, on va pas se mentir, on reste compétitif. Si au Summer, ça continue à être aussi pourri, ça ne sera pas la même équipe l'année prochaine. Oui, ça c'est sûr. Mais on pense vraiment qu'aller chercher des jeunes à potentiel, c'est le chemin qu'on veut prendre pour la suite. VI, voilà, j'en parle rapidement, mais on fait une tonne de trucs. Si vous passez à Paris, venez nous voir. Et que les boutiques ne sont pas fermées parce que bientôt, peut-être qu'on va devoir fermer tout ça. Mais voilà, l'idée c'est vraiment cette relation aux fans de la développer et peut-être plus loin de le faire dans d'autres villes, d'autres pays, etc. C'est des projets qu'on a. On pense que ce lieu-là, c'est génial pour la marque Vitality. Et s'internationaliser, une photo plutôt sympa avec Gotha Brocken et James Harden, notamment. C'est un peu fou, quoi. Ça, tu me l'aurais montré il y a 4 ans. Voilà, j'aurais rien compris. Aujourd'hui, via Adidas, non seulement on a Adidas qui est un sponsor de dingue, qui nous paye un super contrat, qui nous met des équipes de dingue pour qu'on puisse faire du merch. Honnêtement, c'est une relation ouf. Et quand Adidas fait un tour pour James Harden à Paris, ils disent on veut du Vitality. Ça, pour nous, c'est encore un genre de moment où on réalise un peu où on est arrivé. Oui, c'est juste une activation sponsor, entre guillemets, mais en fait, quand une activation NBA veut du Vitality parce que c'est cool pour Adidas de faire ça, nous, on saute dessus et je pense que les joueurs, ils étaient ravis. Donc ça montre un peu vers là où on veut aller et être pas que français. Encore une fois, je le répète, je pense que c'est un des énormes challenges de Vitality pour les années à venir. On a encore une grosse part de l'audience qui est européenne et française. C'est top, on veut continuer à la cultiver, mais on veut être beaucoup plus fort sur certains pays d'Europe et sur certains pays d'Asie notamment. Donc cette année, on va commencer à vraiment accélérer là-dessus. Un peu de points de marché que je vais faire assez vite parce que je pense que moi d'abord, ce n'est pas les chiffres qui me passionnent le plus, mais c'est quand même important de parler des tendances. Bon, ça je fais vite parce que la mesure, vous connaissez sûrement les polémiques sur Twitter, de la mesure du nombre de fans d'e-sport en France. Tout le monde a son chiffre, tout le monde a sa méthode de calcul, personne n'est d'accord, tout le monde s'engueule. Bon, on va faire un peu plus vite. Voilà, ce qu'on appelle consommateur d'e-sport, au global, on fiche ça à peu près à 500 millions. Après, ça dépend si tu prends le consommateur occasionnel qui regarde de temps en temps ou le consommateur hardcore. Mais qu'importe, moi le chiffre en lui-même ne m'intéresse pas. Il y a une chose qui est intéressante sur la consommation d'e-sport, c'est qu'en fait, tout le monde qui vend de l'e-sport dit « Ah, ça grandit, c'est exponentiel ». Voilà, j'ai dit ça il n'y a pas longtemps dans le show L'équipe, ça ne grandit pas exponentiellement l'e-sport, ça grandit linéairement, donc c'est une courbe qui monte, dans l'autre sens pour vous. Elle monte solidement d'année en année, et en fait, elle va continuer à monter, ce qu'on croit fermement pour les X années à venir, parce que les gars de 30 ans, comme moi, voire j'ai 34 ans, voilà, les gens plus vieux continuent à consommer de l'e-sport. Vous, en vieillissant, je pense que vous allez continuer à consommer de l'e-sport. Vous n'allez pas dire « Ah, à un moment, j'ai 25, j'ai 30, j'arrête ». Si vous aimez ça, vous aimez ça. Donc, les gens les plus vieux de la pyramide de l'audience, ils continuent. Et Je suis trop long? Ok, bon, alors je finis juste. Moi, je peux parler 5 heures si vous voulez. Donc, pour finir rapidement sur les chiffres, voilà, la seule certitude de business qu'on a, c'est que la croissance, elle va être là pour des dizaines d'années. Parce que les jeunes, ils rentrent dans la courbe d'audience et les plus vieux, ils y restent. Bon, je passe vite du coup. Juste un mot.
qui est plutôt là-dessus. Bah, c'est ce que je vous ai déjà dit plein de fois, et c'est toujours de plus en plus vrai. On pense qu'il y aura les top teams et les autres. Et entre les top teams et les autres, des kilomètres de kilomètres de kilomètres d'écart. Donc encore une fois, bah, je l'ai dit 10 fois, nous on veut être une top team, ou rien, entre guillemets. Alors maintenant c'est différent, parce que quand on faisait n'importe quoi avec l'argent en 2015, bah, si on se foirait, c'était Fab et moi, il fallait retrouver un boulot. Maintenant, si on fait n'importe quoi avec notre argent, bah, il y a 100 personnes qui n'ont plus de boulot. Donc ok, on a une autre responsabilité. Évidemment qu'on n'est plus des têtes brûlées et qu'on ne va pas planter la boîte, mais quand même, on fera tout et on prendra les risques pour être l'une de ces top teams. Et ça passe par les franchises, par la marque, par l'influence. Bon, c'est tout un tas de choses et on peut en parler dans les questions parce que voilà, je suis très long. Donc voilà, merci. Et je vous laisse me poser des questions. Voilà. Merci. Ouais. Est-ce que vous pensez que maintenant cette situation elle ne risque plus d'arriver, ou est-ce que vous pensez que vous allez encore avoir des moments où un peu certains Bah non, je pense qu'on est sorti de ça parce que comme je disais, maintenant on est une boîte, on est très bien financé. Bon, bah là par exemple, évidemment, le coronavirus, ça va impacter tout le monde en business, mais voilà, on n'est pas à risque de mourir comme on pouvait l'être avant. Donc ouais, je pense qu'on a passé cette étape. Maintenant, il y a a priori, et là j'en sais rien, il n'y a plus de moment où on peut se prendre un mur gigantesque. Mais par contre, on peut échouer. Là où on peut échouer, c'est ok, peut-être que l'e-sport, les investisseurs ils vont commencer à se dire c'est bien de dépenser comme des fous, mais il faut aussi rentrer de l'argent. Alors, on rentre pas mal d'argent, mais on en dépense beaucoup plus, comme toutes les top équipes e-sport. Peut-être que dans 1 an, 2 ans, les investisseurs disent les gars, là, ça ne performe pas assez, c'est trop lent, moi j'arrête de remettre de l'argent. Et donc, oui, là, on n'est pas une boîte. Enfin, on est toujours une boîte sur le mode startup, même si on a bien grandi. Et peut-être qu'à un moment, si l'e-sport est trop long à arriver à maturité économique, le seul risque qui subsiste pour nous, il y a 2 risques. Il y a un risque de on n'est plus financé. Après, je crois que la marque Vitality est suffisamment forte pour qu'il y ait toujours des gens qui veulent la financer dans plein de modalités différentes. Mais je crois que ça y est, on a une marque qui arrive à un niveau où normalement, il y a plein de gens qui ont envie de continuer cette histoire-là. Et l'autre risque, pour moi, qui est le gros risque, encore une fois, on va prendre l'exemple de 2019. 2019, G2, ils ont accéléré comme jamais. Moi, je parle souvent à Carlos, mais j'adore pas le dire, mais là, c'est la vérité. En 2019, G2 a écrasé l'Europe. Fnatic n'a pas fait ça. Donc, le risque, c'est que peut-être l'année prochaine, c'est un autre, encore un autre, et pas nous. Nous, on continue à très bien grandir, on est hyper content de notre position dans l'écosystème, mais voilà, le risque, c'est de ne pas aller assez vite, pas être assez fort. Et donc, vraiment, pour moi, ce risque-là est beaucoup plus important que l'autre. Voilà. Cette volonté de vouloir accélérer sur ce marché ou autre, Vitality a fait plusieurs levées de fonds et les levées de fonds, elles n'ont pas à un moment donné une limite justement de solutions d'entreprise et autres où d'autres entreprises auraient plus de solutions, par exemple avec G2 qui a grandi énormément en 1 an et quelques, de pouvoir encore accélérer et encore plus vite. D'abord le sujet de dilution de la cap table, donc le nombre d'actions dans Vitality, je pense qu'il faut juste intellectuellement le résoudre assez vite. Tu préfères avoir, je sais pas moi, 20% d'un très très gros gâteau que 100% d'un petit. Ça, c'est facile. Je pense que tout le monde comprend ça. Donc, la dilution, c'est évidemment à chaque fois que tu fais une levée de fonds, tu vas négocier, te battre pour être le moins dilué possible. C'est juste le jeu de la négociation. Donc, c'est-à-dire que tu vas dire que la valorisation est la plus haute possible parce que mécaniquement, mathématiquement, ça fera que tu perdras le moins de tes actions. Ça, c'est juste le mécanisme de levée. Donc, évidemment, à chaque tour de levée de fonds, on négocie fort pour perdre le moins de pourcentage. Mais voilà, ce truc-là, tu sais que c'est le jeu, de toute façon, et on en parlait sur l'équipe il n'y a pas longtemps avec Drijo de Solari, eux, ils font le choix inverse, ils ne veulent pas lever de l'argent. Et qu'est-ce qui se passe quand tu ne lèves pas de l'argent? D'abord, il n'y a pas de bon ou mauvais chemin, c'est juste des façons de faire. Si tu lèves de l'argent, oui, tu prends plus de risques. Oui, à terme, il y a des gens aussi autour de toi, donc normalement, nous, on a le contrôle de Vitality, mais tu as de plus en plus de gens qui te demandent des comptes, donc tu as plus de pression à délivrer. Si tu ne lèves pas d'argent, tu es tout seul, tu fais tout ce que tu veux, mais c'est lent. C'est très simple, l'argent, ça te fait aller vite. C'est pas plus compliqué que ça. Faire VIve, si tu attends d'avoir une entreprise bénéficiaire, que tu mets de l'argent de côté chaque année, il te faut 20 ans et là, tu as VIve. Mais pendant ce temps, peut-être un mec qui a levé de l'argent, il en a 10 des VIve. Et c'est des choix. Et je pense que Solaris sont très contents de faire leur chemin à eux et de progresser à leur rythme. Mais nous, ce n'est pas notre choix. Et ensuite, sur
La question de comment on se dilue et l'impact, l'important, il reste sur un truc, hein, c'est quel que soit ton niveau de dilution, c'est d'avoir le contrôle. Moi, Vitality, ça ne m'intéresse pas si c'est quelqu'un d'autre qui le dirige. Je ne pense pas être le meilleur du monde, mais je pense que sur l'e-sport et sur Vitality, c'est moi qui dois le faire avec Neo. Donc ça, c'est hyper important. Après, tant que tu as le contrôle de ta boîte, les niveaux de dilution, etc., c'est des détails qui sont importants le jour où tu revends. Hein, peut-être que, voilà. Mais si tu y réfléchis bien, il faut mieux parfois plus se diluer et avoir un investisseur qui est meilleur, même si toi, ça te fait un peu plus mal au moment de la dilution. Il faut peut-être mieux plus se diluer parce que ça va te donner d'autres avantages. Je pense que c'est vraiment une erreur de certains founders de protéger à tout prix leur dilution, leur place au capital, parce que ça peut te faire plein de mauvais choix. Donc nous, on n'a aucun problème à dire qu'on a beaucoup moins d'actions de pourcentage de Vitality qu'avant. Mais sinon, on ne serait jamais là en fait. Donc c'est juste un choix et on est hyper à l'aise avec ça. Quand tu lèves, justement en 2016, je crois. 2017, ouais. Enfin 2015 avant League et 2017 première vraie levée avec des fonds. En pré-seed ou en seed, que tu vas voir Kima, j'imagine que tu discutes avec Jean. Et qu'est-ce que tu leur présentes comme KPI? C'est que de la traction, parce qu'en MRR et tout, tu peux rien montrer, il n'y a rien. Alors c'est clair, en 2018, paradoxalement, c'était beaucoup plus facile de lever 20 millions que de lever 2 en 2017, parce qu'en 2018, il y avait le système de franchise qui arrivait. Et la franchise, plein d'investisseurs du sport qui ont investi dans le sport ou dans l'entertainment connaissent. Tu payes un prix et après tu as une ligue et tu partages l'argent. Donc en quelque sorte, c'est une sorte de position de marché loquée. Après, la question que l'investisseur se pose, c'est est-ce que League of Legends va continuer? Est-ce que l'e-sport va grandir? Mais s'il répond oui à ces questions et que tu es en franchise, c'est bon. Et le mécanisme, il le comprend. Quand je vois Jean, justement, donc pour ceux qui ne savent pas, Jean de la Roche-Brochard, c'est celui qui dirige les investissements de Kima, je lui présente un truc qui est en train d'exploser, mais en effet, sur comment ça génère du revenu, comment demain on est une entreprise profitable, moi-même je suis clairement dans le flou. Mais l'histoire, elle est assez simple et c'est toujours la même. Si on est énorme, si on est l'un de ces grands clubs, en quelque sorte, on trouvera après comment gagner de l'argent. Comme l'ont fait plein d'apps dans la tech, si tu as énormément de gens qui soit utilisent ton app, soit dans le cas de l'e-sport, qui sont fans de ta marque, après tu as des tonnes de façons de la monétiser. Et donc l'enjeu, c'était surtout de dire, regarde comment notre marque, elle est en train d'être l'une des grandes marques e-sport, comment elle grandit vite. Et tout ça, ça va payer. Après, tu peux développer tous les mécanismes, droits de diffusion, sponsorship, ça, mais quasiment c'est secondaire. Si tu crois dans la marque et dans la vitesse de sa croissance et dans la connexion qu'elle a aux fans, et aujourd'hui, par exemple, c'est intéressant, c'est que Vitality, en février, on fait notre meilleur taux d'engagement sur les réseaux ever, alors qu'on est nul. Février, on a tout perdu, hein, pour faire simple. Voilà, c'est génial quand tu diriges un club de sport ou d'e-sport et tous les jours, tu perds. Un plaisir. Mais en tout cas, ils bossent bien à la com et aux social media parce qu'en fait, on a plus d'engagement que jamais. Et ça montre que la marque, elle est forte. Donc tout ça, ça fait partie de la discussion. Mais clairement, quand il met de l'argent à cette époque, il ne sait pas non plus. Mais il y croit. Il croit qu'on a un truc, il croit qu'on a une marque, il croit qu'on a une vision et il croit en Fabien et moi. Voilà, exactement. Dernière question. S'il n'y a personne, tu voulais t'arrêter de bosser vers 40 ans, ça veut dire qu'il y aura un exit bientôt? En fait, ça c'était la théorie et puis c'était un peu... C'est facile de dire ça sans avoir aucune idée et c'était juste une idée un peu folle. Mais ça me plaisait bien. En fait, la réalité, c'est plus que arrêter de bosser, c'est vraiment faire ce que je veux. Et moi, ce qui m'intéresse parce qu'il faut parler du côté argent dans l'entrepreneuriat, quand tu fais une boîte qui réussit, qui lève de l'argent, potentiellement, un jour, tu peux avoir plein d'argent. Tant mieux, moi j'aime bien. Je suis ravi si c'est un jour ça arrive et que je suis multimillionnaire. Tant mieux pour moi. J'ai aucun problème avec ça. Sauf que d'abord, on n'en est pas là. Et deuxièmement, en fait, j'adore mon boulot aussi. Tu vois, et c'est très fatigant, ça pompe beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, heureusement, avec un staff, j'ai quand même une vie, c'est-à-dire que j'ai des gens qui font plein de choses dans la boîte. C'est pas toujours moi qui suis à 22h sur mon téléphone, mais pendant toutes les premières années, on avait zéro vie, pour résumer avec Neo. Donc, il faut déjà être prêt à passer par là. Et ensuite, sur la question de l'exit et tout, j'en ai aucune idée, sincèrement. Après, on va faire simple. Tant que Vitality, ça m'éclate de le faire, moi, je crois que je continuerai, premièrement. Et deuxièmement, que font plein d'entrepreneurs? Soit ils sortent, ils vendent et ils continuent à diriger leur boîte, ça c'est top. Ou alors ils vendent, ils gardent une place au board et ils vont voir de temps en temps ce qui se passe et ils investissent dans d'autres boîtes. La vie d'entrepreneur qui a revendu, elle a l'air plutôt agréable. Ça, voilà. Mais c'est pas tout de suite. En fait, et pour au-delà de la blague, aujourd'hui Vitality, oui c'est super, c'est une belle boîte et tout, mais c'est rien. Aujourd'hui, c'est rien du tout. Moi,
jamais de la vie ça aurait du sens de vendre Vitality. Moi, je pense vraiment qu'on est au tout début et ça, c'est pas un blabla pour dire, c'est pas un storytelling quoi. On n'a encore rien fait. On a fait une tonne de trucs, mais on n'a rien fait. Et si on se croit, et ça, je pense aussi un problème de pas mal de gens, c'est de se croire arrivé à ça y est, j'ai levé tant, ça y est, j'ai fait ça, donc ça y est, j'ai réussi. Alors oui, c'est cool, mais en fait, pour moi, si on s'arrête là, on n'a rien fait quoi. L'idée, c'est dans, je sais pas, 5-10 ans, ouais, d'être un giga club d'e-sport, de l'avoir créé. Et on est loin, 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 loin d'être là. Donc voilà, c'est très, très loin ta question. Merci.